ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2017, et nous sommes notre équipe habituelle avec Christophe d'un côté. Bonjour Christophe. Bonjour Ami. Ça va bien? Ça va? Très bien, ouais. Il fait super beau, il pleut, il y a de l'orage. Ah bah ouais, mais pas encore chez moi. Donc, ça arrive. Ça arrive, c'est ça. T'inquiète. Et de l'autre côté, on a Richard Clark, bonjour. Bonjour, ça va aussi? Oui. Jamais d'orage chez toi? Non. Ouais, c'est ça. Et là, je viens de recevoir ma nouvelle voiture. Hein, et figurez-vous que c'est un truc super sophistiqué. On peut brancher ses téléphones dessus, il y a toute l'interface qui vient dessus, etc. Et c'est sympa. Et la seule chose que j'ai vue, c'est on peut brancher un iPhone, on peut brancher un Android, mais ça s'arrête là, dans la liste. Ah ouais. Pourquoi il y a autre chose? Il y a autre chose? Oui, il y a BlackBerry, non? En effet. Non, je pensais que tu parlais des Nokia. Oui, les nouveaux Nokia. La résurrection, voilà. Voilà. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube, pour les autres, vous pourrez à la limite, c'est l'occasion d'aller jeter un œil dessus aussi sur le site internet qui fait les références aux vidéos. Pour une des premières fois, on a décidé de rajouter la vidéo, enfin du moins de rajouter nos caméras, du moins si tout se passe bien. Donc a priori vous gardez cette phrase, si jamais j'ai réussi à faire le montage avec les vidéos et tout le système autour. Si pas, vous oubliez la phrase, il y aura que l'aspect audio comme d'habitude, avec en plus des slides, parce qu'on va passer différents sujets. On a décidé pour cette fois-ci de faire un tour de table et de passer 3 sujets, donc chacun un sujet par personne, pour présenter un fait marquant, je vais dire, de ce qu'on a repéré sur l'année 2007. Donc faire une sorte de rétrospective, pas nécessairement de nouveautés qui sont apparues uniquement cette année-ci, mais en tout cas d'outils, de solutions, de technologies, on va voir un petit peu de chacun, qu'on a utilisé et qui nous ont été marqués. On va expliquer un petit peu peut-être chacun pourquoi. Et alors rapidement, un quart d'heure, 20 minutes, que chacun puisse présenter un petit peu ce sujet-là. Donc voilà, je ne sais pas, vous avez des choses à rajouter avant de commencer un peu ce tour de table? Non, pas pour ma part. Alors, je propose de commencer peut-être par toi, Richard. Premier sujet, enfin du moins c'est ce qui est mis au niveau des transparents. Les slides. Et tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais vous parler encore une fois d'Angular Co. Le principe, c'est, j'allais dire, depuis de nombreuses années, on a toujours un petit peu les mêmes technologies web qui étaient présentes. Alors ça évoluait un petit peu au fur et à mesure. Je me souviens, il y a à peu près 6 ans ou 7 ans, j'intervenais dans une société avec un gars de MCS, de Microsoft Consulting Services, où donc il y avait un choix technologique d'architecture à prendre chez un client, et le gars de MCS disait non, il faut faire du web. Là maintenant, on arrive à avoir quelque chose qui ressemble à de l'application desktop avec du web, etc. Donc, moi, j'avais dit, je suis pas persuadé, c'est encore un peu tôt, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment très tôt. Et je trouve que maintenant, depuis 1 an, 2 ans, on arrive vraiment à avoir des technologies clients qui sont hyper sophistiquées et qui sont très proches de ce que l'on peut faire dans des applications clients dites lourdes, entre guillemets. Là, tu ne parles pas uniquement au niveau graphique ou fonctionnalité, c'est dans l'aspect mise en place de la solution, technologie et développement, quoi. Vraiment la totale, quoi. Et ouais, donc on a maintenant quelque chose je trouve, qui est hyper performant. Et à mon avis, la technologie qui tire son épingle du jeu actuellement, c'est vraiment Angular, et avec tous les outils qui sont mis en place par Google et par Microsoft, puisque on va voir que c'est un petit peu les deux acteurs principaux dans ce domaine. Ouais. Donc si on peut passer au slide suivant. Oui, il faut que tu me le dises, parce que c'est moi qui suis le maître du clavier. Oui. Voilà, donc si on prend sur l'année qui vient de se passer, il y a 1 an, on a été à la release candidate 7 de Angular V2.
Et maintenant, on est passé depuis 15 jours, 3 semaines, je crois, à la version 4.2 d'Angular. Alors avant, on avait la version 1 qui s'appelait AngularJS, et maintenant la version 2 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vont arriver, qui s'appelle Angular. D'ici la fin de l'année, on va avoir la version 5, et la version 6, je crois, prévue début de l'année prochaine. Et surtout, si on fait une comparaison entre ce qui se passait avant avec AngularJS et avec Angular version 2 et Co, c'est qu'on a quelque chose qui maintenant est vraiment très simple. Et c'est ça que j'aime bien, c'est on a véritablement de la simplicité au niveau du code que l'on a à écrire. Il n'y a rien de bien compliqué, pas comme on avait avant avec, par exemple, les contrôleurs. On avait plusieurs syntaxes possibles avec les scopes, les $scopes ou les contrôleurs, quelque chose qui était un petit, les factories, les services, etc. On avait vraiment énormément de choses un petit peu complexe à mettre en œuvre. Là, maintenant, on a quelque chose qui est vraiment très simple, qui, quand on vient, comme moi, du monde WPF, ressemble énormément à de l'application MVVM, donc avec un view model qui consomme des services, etc. Donc, on a quelque chose qui est vraiment très simple à mettre en œuvre. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, on arrive à avoir quelque chose de vraiment mature et vraiment de très sophistiqué. Mais toujours côté client, hein, on est d'accord. On est toujours côté client. C'est ça, ouais. Okay. Ouais. Et ça va quand même assez vite, hein. Version 4.2, on a fait un podcast avec toi où tu nous as présenté, mais là plus en détail technique, Angular. Ouais. Mais on était à quoi? On était déjà à la version 4? Non, on était à la version 2, mais si tu veux, d'abord ils ont fait un saut entre la 2 et la 4. Il n'y a pas eu de version 3, pour les histoires de routing, etc. Enfin bref, c'est pas important. Mais là maintenant, ils ont vraiment une volonté d'évoluer avec des versions importantes tous les 3 à 6 mois, quoi. Ah ouais. Un petit peu comme ce qu'ils font avec Chrome. Chrome, on a la version 54, je crois. Donc, c'est une autre façon, entre guillemets, de compter les numéros de version, quoi. Ouais. Entre la 2 et la 4, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a de l'optimisation au niveau de la taille des fichiers qui sont générés, etc. Mais bon, il n'y a rien de bien différent, quoi. Quand c'est un saut de version 4, 4.1, 4.2, il y a pas mal de modifications. C'est des Non, corrections et des choses comme ça. Non, c'est des petites corrections. Ouais, c'est ça. Le gros avantage, c'est que de passer de la 2 à la 4, ça se passe sans dommage. En revanche, passer de la 1 à la 2, là, il y a vraiment du boulot, quoi. Oui, et puis il va le voir, enfin, on en avait parlé, mais le langage aussi, quoi. Le Angular JS, il n'y a plus de JS, il y a une raison pour laquelle le mot JavaScript n'est plus là. Ouais. Ok. Donc, vas-y, appuie sur ta souris. Voilà, donc justement, le gros avantage d'Angular, c'est qu'il est fortement conseillé, quand on fait de l'Angular, d'utiliser TypeScript. Donc, Angular développé par Google, TypeScript développé par Microsoft. Ouais. Et en un an, on est passé de la version 1.5 à la version 2.4. Donc, il y a eu une évolution qui est assez importante. On a maintenant vraiment un langage et surtout tout l'outillage qui va derrière qui est complètement mature. C'est véritablement un vrai bonheur de pouvoir travailler avec lui. Il y a la mise en place des solutions qui est un petit peu compliquée au début. Mais une fois que sa solution est bien stable, l'environnement de développement a bien été mis en place, après, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple à utiliser. Ça ressemble énormément à du C#, bien qu'il ne faut pas considérer que ce soit une évolution du C#. C'est vraiment quelque chose qui est puissant. Et si on regarde, là, j'ai une comparaison sur l'évolution sur Google Trends, une comparaison entre Dart et TypeScript. Ah ouais. Et on voit que Dart a été pratiquement oublié, alors que TypeScript est devenu un langage qui intéresse énormément de développeurs. Dart, c'est aussi le langage de Google, ça? C'est le langage de Google, oui. Voilà. Bah, c'est vrai que TypeScript, ils l'ont intégré même Google, déjà dans Angular ici, mais dans Chrome, il est intégré aussi nativement, donc Google met le paquet aussi sur TypeScript, c'est bien. Absolument.
Et si on regarde au niveau de l'ensemble des langages de programmation, je crois que il y a eu comment ça s'appelle, un rapport qui a été fait il y a pas longtemps, où on voyait que TypeScript arrivait dans le top 10, je ne sais plus. Ah ouais. C'est ça, ouais. Top 10 des langages utilisés par l'ensemble des développeurs. Donc, vraiment quelque chose qui intéresse énormément de monde et qui est extrêmement puissant. Ok, c'est bien. Moi, je voudrais savoir, j'aurais une question. Quand tu as dû choisir Angular, tu as choisi Angular parce que derrière, il y avait le C#. Il y avait aussi React. Pourquoi tu n'es pas parti là-dessus? Non, c'était un petit peu par rapport à l'ensemble de mes clients, par rapport à leurs demandes, etc. Et donc, mes clients, ils me demandaient plutôt de l'Angular que du React. Ah, c'est quand même, il y avait quand même eux qui avaient quand même une tendance. Ouais. D'accord. Oui, parce que a priori, je suis pas tout seul dans ma cave à faire mon truc. Je travaille pour des clients, et donc j'essaye d'écouter ce qu'ils me demandent. Oui, et non, donc, mais eux peuvent être. Non, mais si eux peuvent totalement, écoutez, voilà, il faut un truc qui soit sans t'imposer une technologie, quoi. Ouais. Non, Angular, il est positionné plus au niveau, si je me mets, on parlait de WPF tout à l'heure, plus au niveau style MVVM ou MVVM Lite. C'est plus un framework de binding ou de manipulation de données, non? Au-dessus, tu dois quand même rajouter, il ne fait pas du visuel, c'est ça que je veux dire. Tu dois rajouter un système de rendu visuel tel que, je sais pas, Telerik ou des choses comme ça, non? Oui, c'est-à-dire qu'après, alors, moi actuellement, j'essaye d'être au niveau visuel, d'être le plus indépendant possible de tout ce qui se fait à gauche à droite, comme par exemple Kendo UI que j'adore. Hein. Ouais, c'est ça. Le seul framework entre guillemets d'UI que j'utilise, c'est Bootstrap, parce que surtout le système de grille qui permet d'avoir du responsive qui est assez intéressant, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, c'est que du HTML. Il y a que le binding qui est présent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que fait Angular, quoi. C'est cet aspect. Ouais. C'est comme si on disait que il y avait une société qui avait créé le langage XAML et Microsoft avait fait juste que rajouter le mécanisme de binding entre son XAML et le code C#. Quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ensuite, au niveau de l'outillage, alors au niveau de l'outillage, il y a de multiples façons de faire. Moi, dans un environnement, j'allais dire full stack, c'est-à-dire de la base de données jusqu'à l'application cliente, j'ai du Visual Studio 2015, parce que le 2017 encore, il n'est pas installé dans les entreprises. Donc du Visual Studio 2015, du Visual Studio Code, Chrome, on va voir pour le débogage, et AngularCli pour la mise en place de la solution et pour le débogage de l'application. C'est quoi AngularCli? Alors AngularCli, c'est une application entre guillemets console qui s'installe donc sur son micro avec Node.js, etc. Et donc qui permet de générer, je vais dire le schéma de base de ton application Angular, donc il génère tes différents components de base, le routage, etc. Et ensuite, il te permet de lancer une sorte de mini IIS qui va aller écouter tes requêtes HTTP et qui va lancer en mémoire le site et va permettre de l'exécuter. Et puis surtout à la fin, ça permet de générer l'application complète que tu peux aller distribuer en production. Donc c'est ce qu'on verra dans un petit démo que j'ai prévu jusqu'à là. Et donc justement, si on regarde au niveau AngularCli, il est passé de la version bêta 8 jusqu'à la version 1.2. Alors on a l'impression que il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Il y a eu 25, je crois, bêta. Hein. Donc il y a eu bêta 8, Note 10 jusqu'à 25. Donc il y a eu pas mal d'évolutions. Et puis au niveau de VS Code, on a VS Code, Microsoft a mis en place un système où tous les mois il y a une nouvelle publication, donc où il y a eu énormément d'évolutions et VS Code est de plus en plus utilisé par énormément de développeurs. Et il y a plus de fonctionnalités dans VS Code que dans Visual Studio? Surtout
Oui, alors le gros avantage, c'est son intégration, par exemple, avec Angular CLI, avec les outils de développement tiers. Et puis, le gros avantage, Visual Studio Code, tu appuies sur l'icône, 2 secondes après, tu codes. Oui, c'est ça. C'est l'aspect plus léger, et enfin l'aspect peut-être multiplateforme aussi pour certains, mais il y a cet aspect léger, etc. Ça, je suis d'accord. Mais en termes de fonctionnalité, j'ai toujours l'impression, comme c'est nouveau, il y a moins de fonctionnalités pour tout, mais est-ce qu'il y en aurait plus dans certains domaines, notamment dans des développements Angular, quoi. Mais donc tu me dis apparemment, pour Angular en tout cas, oui, il y a plus de fonctionnalités que dans Visual Studio qui sont développées. C'est surtout une meilleure intégration par rapport à des outils tiers. Ouais, c'est ça. Dans Visual Studio, tu passes toujours, quand tu fais une build, tu t'attendrais à ce qu'il te génère également tout ton TypeScript, etc. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail avec Visual Studio 2017 parce que je sais qu'ils ont beaucoup évolué là-dessus. Mais quand on reste avec Visual Studio 2015, c'est un petit peu compliqué de le mettre en œuvre. Ouais. Et on va voir que c'est vraiment... Après, pour pouvoir débugger son application, c'est extrêmement simple. Et justement, on va peut-être passer à la partie démo. La démo ? Bon. Oui, donc là, on arrive dans une solution sur laquelle je suis en train de travailler. Là, c'est pour le compte de la Fédération française de tennis, donc pour pouvoir voir les matchs par équipe, etc. Donc là, on a une application, j'allais dire traditionnelle. Alors, il y a de l'UWP, hein. L'application de l'UWP, elle est là. Ouais. Et on a donc l'application web, dans laquelle c'est une application de Web API. Dans lequel j'ai un certain nombre de contrôleurs avec des API qui me retournent uniquement du JSON avec le contenu des requêtes. Donc là, par exemple, on a une Web API qui, on envoie un texte de recherche et je vais rechercher les clubs de tennis qui correspondent à cette requête et je renvoie donc sous forme de JSON le résultat de cette recherche. Donc ça, c'est le contrôleur donc, qui utilise des services qui sont derrière, là, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc ça, c'est mon contrôleur. Donc c'est mon environnement de développement dans Visual Studio que je peux tester avec mon projet de test unitaire, voir si ça fonctionne bien, etc., sans avoir besoin de lancer des navigateurs ou ce genre de choses. Donc là, je suis complètement indépendant. C'est une web API tout à fait, on va dire, classique. Serveur, il n'y a pas d'Angular ou rien du tout à ce niveau-là. Il n'y a rien à ce niveau-là. Tiens, il faudra discuter, ça n'a rien à voir, mais je vois que tu crées les web API avec un retour de type async task. Oui. C'est recommandé. Moi, en général, je l'ai fait en retour classique. Parce que j'estime que c'est le serveur qui se charge de faire l'aspect gestion asynchrone et autres. Je sais pas. Non. Alors là, maintenant, j'ai plutôt tendance à faire des retours du genre async. Ouais, c'est ça. Ouais, mais de IHTTP Action Result. Ah ouais, IHTTP Action Result. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Cool. J'ai plutôt tendance à faire ça. Donc, plus que spécifier explicitement. Enfin bon, après, ça évolue. Ouais. Il y a peu de différence en projet. Okay. Et donc ici, j'ai mon projet Angular. Donc là, tout Visual Studio Code. Ouais. Donc c'est dans Visual Studio Code, qui a été créé avec Angular CLI, et là ça se voit avec ces fichiers JSON qui est le paramétrage d'Angular CLI. Ah oui. Donc ici le source de mon code avec donc par exemple justement l'écran search. Donc là c'est un search.ts et tu as voilà, la classe, donc qui utilise le service search service et donc search service en français dans le texte. Voilà, je fais un post pour appeler la web API. Et donc, on en avait déjà parlé, je pense, mais tout ce qui est jQuery pour faire les appels au service web, à la web API, ça fait partie aussi d'Angular. Oui, il n'y a pas de jQuery. Oui. C'est ça, il n'y a pas de jQuery et tu as des objets pour ça, parce que je vois que c'est un TIS HTTP.post et tu donnes tes paramètres, etc. Voilà, alors bon, après, il y a une petite
au niveau de la consommation, là, il y a des petites astuces qu'il faut rajouter, que je n'ai pas encore rajouté dans ce projet. Mais on rentrera pas dans le détail. Donc là, on a tout mon projet qui est fait. Alors, tu disais tout à l'heure, là, ici, donc j'ai mon contrôleur, donc mon search component. C'est ça, dans un fichier search.ts, ouais, donc, du TypeScript. Ouais. Et donc, qui utilise un template qui est donc, entre guillemets, la vue. Donc, qui est le fichier HTML qui est ici, là. Donc, dans lequel j'utilise pas mal de Bootstrap, etc. Mais donc, c'est un fichier HTML au même sens qu'en en XAML. On a le fichier XAML et puis on a le fichier .cs. Ouais, c'est ça. Au moment de l'avantage justement avec AngularCli, c'est que AngularCli va nous faire une précompilation de l'ensemble de notre application, va nous générer à partir du fichier .ts les fichiers JS correspondants, va récupérer l'ensemble des fichiers JS, à partir de l'ensemble des fichiers JS va faire un bundle de l'ensemble et va créer juste 3 fichiers JS avec un fichier JS qui contient l'ensemble des vendors, c'est-à-dire toutes les librairies extérieures que l'on utilise, comme Angular, ou comme Bootstrap si on utilise Bootstrap. Un fichier qui contient uniquement notre code à nous, c'est-à-dire tous les fichiers search.ts, etc., qui sont dans le code, il va en faire juste un bundle. Et il y a un dernier bundle qui va contenir l'ensemble des fichiers HTML, donc des templates. Il va en générer qu'un seul. Dans un seul fichier. Dans un seul fichier. Ah bon. Et donc, quand on appelle une vue qui consomme un fichier template, c'est à ce moment-là où il va, entre guillemets, désérialiser cette vue et l'afficher. Et le gros avantage de ça, c'est que si vous faites une erreur au niveau de votre code à l'intérieur de votre fichier search.html, par exemple, vous supprimez un div ou il y a un div qui est mal placé ou ce genre de choses, au moment de la compilation, entre guillemets, effectuée par AngularCli, il va vous dire « Ah ben non, ça ne marche pas. Ça ne compile pas. » Tout ça parce que la vue, le code HTML n'est pas correct. Donc ça, c'est quand même assez intéressant au niveau du développement. Donc là, s'il n'y a qu'un seul fichier, puisque c'est de l'HTML, il télécharge un seul fichier la première fois et c'est le client qui commence à découper les morceaux, ou bien voilà, c'est ça, ouais. Ah oui, ok. C'est côté client, ouais. Donc il y a quand même un gros téléchargement une première fois on va dire, du site, des bibliothèques nécessaires, quoi. Oui, mais on va voir. En plus, c'est une nouveauté d'Angular 4. Il y a une optimisation au niveau de la taille. Donc, on a quelque chose qui est pas non plus. C'est une petite image qu'on télécharge. Donc là, je vais afficher la console à l'intérieur de Visual Studio Code. Donc là, j'ai ma petite console qui apparaît. Donc, je fais un CTRL U pour la faire apparaître. Et donc là, je vais taper juste ngserve. Donc, ngserve, qu'est-ce qu'il fait? Ng, c'est pour AngularCli, comme son nom l'indique. Serve, ça veut dire lance-moi le petit serveur sur lequel je veux lancer mon application. Donc, lui, il va, à partir de l'ensemble de l'application que vous avez créée, va faire une compilation de tout ça, va lancer son petit serveur IIS et va écouter le port 4002 par défaut pour voir ce qui se passe. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On a le port HTTP 4002 qui est en cours de route. Pendant ce temps-là, je vais attendre qu'il finisse. Pendant ce temps-là, ici, je vais lancer mon application de Web API. Donc, dans Visual Studio, je fais F5, comme d'habitude, pour lancer mon application Web API. On peut faire CTRL F5 pour éviter le débugage. C'est comme on veut. Donc ici, je reviens dans Visual Studio Code. Là, il voit que ça a été compilé avec succès. Super. Donc, je vais pouvoir lancer Chrome. Tu lances Chrome directement depuis VS Code. Et dans Chrome, je vais aller sur la page 4200. Ouais. Voilà. Donc là, on a notre application qui apparaît. Superbe application. Là, qui est en attente parce que je pense que Visual Studio n'a pas fini. Il a presque fini. Non, c'est bon. Donc là, on est arrivé. Voilà.
Donc là, j'ai mon application qui apparaît, dans lequel je vais pouvoir naviguer. Donc là, on a pour la poule Intel, on a l'ensemble des clubs qui ont participé. Donc là, on a le club de Cambo. On voit que Cambo a gagné toutes ses rencontres par 3-0, 2-1, etc. On a la liste des équipes avec le détail, donc les joueurs, l'entraîneur, etc. Et puis, on a le classement de la poule. Enfin, bon, c'est l'application en elle-même, quoi. Et donc, si les URL qu'on voit qui font la navigation, c'est toi qui les as choisis? Parce qu'il y avait des numéros, des choses comme ça? C'est toi qui imposes? Oui, ça c'est dans le routage d'Angular. C'est ça. Okay. Et donc là, si je fais rechercher un club, donc je reviens ici, donc là, on arrive dans la page, dans ma méthode de recherche. Donc là, je vais faire une recherche Cambo. Donc là, je vais utiliser mon service qui va être appelé. Donc je fais clic droit sur recherche. Et donc, je vois bien que j'arrive dans le débugage de mon application dans Visual Studio. C'est génial. Donc là, je peux faire ce que je veux. Donc là, j'ai fait F5 pour voir le résultat. Ouais. Donc vous allez dire, là, c'est le débugage côté serveur. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de débugger côté client. On allait te le demander. Voilà. Et donc là, Christophe qui dort. Donc là, je vais utiliser la console de développeur de Chrome, qui est bien plus puissante que tout ce qu'on a ailleurs. Désolé de le dire. Donc là, je vais aller dans les sources. Et si je regarde, je vous ai débugué le truc. Si je regarde dans les sources, vous voyez que j'ai un endroit où il y a marqué Webpack. Ouais. Parce que AngularCli fait une compilation avec Webpack de l'ensemble des fichiers et le gère en mémoire. Ne cherchez pas sur le disque dur, vous ne le trouverez pas. Donc là, il y a un petit point. Donc, il faut savoir, ici, il y a les sources. Et là, j'arrive à l'ensemble des sources de mon application. Et ça, ce sont tes sources à toi, alors. Ah oui, ce sont même les fichiers TS directement. C'est le main.ts, etc. Ce qu'il faut, oui, là où c'est extrêmement puissant, c'est qu'en réalité, ce que fait AngularCli, c'est qu'il va générer des fichiers JS, il va bundler, faire qu'un seul fichier JS de l'ensemble de ces fichiers JS, mais il va générer également les fichiers .map qui servent au débugage. Et à partir de ces fichiers .map, Chrome est capable de remonter en arrière, en amont plutôt, et de retourner aux sources TypeScript. Ouais. C'est-à-dire qu'on a du JS, mais on débug du TypeScript. Et donc, si je regarde mon fichier search service que j'utilise, là, je peux mettre un point d'arrêt ici, dans mon search club. Ici, je vais chercher la frette, par exemple. Et ici, j'arrive dans mon sort value et j'ai bien écrit la frette. Et je suis comme dans une application entre guillemets classique WPF ou ce genre de choses. Ouais. Donc là, je vois que je peux faire du débugage, voir que j'ai sur cette variable this.search value, sa valeur c'est la frette à ce moment-là, etc. etc. Ouais, et je peux faire du point d'arrêt. Donc c'est ça, ouais, avec expression lambda et tout ce que tu veux. Et tu peux même modifier le code à ce niveau-là? Ou tu dois quand même faire un arrêt et revenir dans ton... Non, alors le gros avantage, c'est que donc là j'arrête, là. Enfin, j'ai fait ma recherche. Si je reviens dans Visual Studio Code, on va dire, alors je sais pas, au niveau de ma vue, là, qu'est-ce que j'ai je vais rajouter n'importe quoi, là, je vais mettre un H1, coucou. Ouais. H1. Top. T'as mis des deux slash. Ouais, bon, ça va, hein. Et quand on suit, on te le dit. Hein. Oui. Vous voyez ici dans Visual Studio Code, il me dit attention, il y a un fichier enregistré. Alors il peut y avoir un enregistrement automatique. Je fais un CTRL S. Et vous voyez qu'en bas, il recompile. En bas, il recompile. Je reviens ici et il recharge et j'ai bien mon outil qui apparaît. Putain, c'est fou. Ah ouais. Et oui, si tu refais une nouvelle recherche, évidemment, le coucou avec les résultats vont apparaître aussi. Quoi. Voilà. Ok. Mais donc, oui, c'est ça. Tu fais pas les modifications directement dans Chrome, mais tu reviens dans VS Code ou bien dans Visual Studio en fonction de ce que tu veux faire. Voilà. Et ouais, en gros, c'est même pas plus long puisque tu as ton code directement de l'autre côté. Quoi.
Non, puis là, tu vois j'ai toujours dans ma recherche qui est activée. Donc, j'ai mon point d'arrêt toujours du côté de mon contrôleur. Et tu es toujours au même endroit. C'est même pas redémarrer une page comme on le ferait avec une application voilà. Windows, on est reparti au départ. Tu es vraiment sur la page existante. Quoi. Et là j'ai le point d'arrêt à l'intérieur de mon code TypeScript. Je continue et j'arrive dans mon point d'arrêt, dans mon code C# de mes contrôleurs, de mes web API. Ouais. Et donc, c'est vraiment super simple à mettre en œuvre. Et voilà quoi. Et juste un truc au niveau performance, tu as pu tester jusqu'à présent, c'est équivalent, je veux dire, en termes de puissance et de simplicité. C'est-à-dire c'est très performant aussi, ou bien... Alors, qu'est-ce que tu appelles performant? Vitesse de chargement, de communication, alors après, du site, quoi. Oui, alors, oui, au niveau, après, c'est la machine, de toute façon, qui va interpréter ton code de JavaScript. Hein. Oui. Justement, le code n'est pas trop lourd ou trop gros pour que même des machines anciennes, ça pose problème. Non, j'ai pas remarqué quelque chose de vraiment dramatique à ce niveau-là. Pénalisant, quoi. Ouais. Okay. Non, là où il faut optimiser, c'est justement quand on fait là dans mon contrôleur qui retourne un search club, il faut que mon search club je mette uniquement les données qui sont attendues par mon application cliente plutôt que de rajouter un petit peu trop de choses, quoi, des échanges qui sont un petit peu trop importants. C'est ça, mais ça c'est le classique effectivement. Si tu renvoies toute la DB à chaque fois que tu fais une recherche, forcément, ça va ralentir le réseau. Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau des... il y a encore deux choses. Donc, une fois que on est content de son code, on va vouloir le mettre en production. Donc, pour le mettre en production, là, vous voyez que j'ai fait ngserve. Alors, je vais l'arrêter. Donc, ça, c'est une des possibilités de faire ngserve c'est une des commandes d'AngularCli. Une autre commande, c'est ngbuild, donc il va builder ton projet, et il va sortir les fichiers JavaScript finaux. Ouais. Donc là, ici, je me suis fait une petite ligne de commande qui est build, que j'ai appelée build.vs. Bon. Il fait quoi? Donc il fait ngbuild qui va utiliser les variables d'environnement de production, va le débugger, va produire du code en production. Puis après, je passe. Ouais. Donc quand je lance cette commande, donc je fais un npm run build.vs. Donc là, à ce moment-là, ça va me générer mes fichiers. Et mes fichiers, je suis un petit peu astucieux, c'est-à-dire que je vais les générer à l'intérieur de mon site web qui hoste les web API. Donc, si je regarde à l'intérieur de ce projet, j'ai un dossier dist qui va apparaître. Je vais attendre qu'il compile l'ensemble de mes fichiers. Et tantôt, avec le ngserve, il avait quand même compilé, mais en mémoire. Alors c'est ça, il n'y avait pas les fichiers sur le disque. Voilà, et puis oui, il le compile en mémoire quand on fait un ngserve. Quand on fait un ngbuild en plus en rajoutant le paramètre production, là la génération est beaucoup plus stricte. Donc tu peux avoir des choses qui... Ah oui, il y a des choses qui risquent d'apparaître uniquement à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, ça y est, il nous l'a généré. Et donc, si on regarde dans le dossier dist qui a été généré, on voit qu'on a le fichier vendor.bundle. Donc, c'est là où on a Angular et toute la sauce qui fait 405K. Ouais. On a mon code à moi qui s'appelle main.bundle.js qui fait seulement 73K. Et puis après, on a justement le inline.bundle.js qui contient les différents fichiers de vue. Ouais, c'est ça. Donc là, ça y est, c'est l'ensemble de ces fichiers-là qu'il suffit que je mette sur ma machine de production et ça fonctionne. Dernière petite chose, moi ce que j'aime bien, c'est écrire du code proprement. Et pour faire ça proprement, quand on est dans Visual Studio, pour faire du C#, on a des outils comme comment ça s'appelle, le code analysis, etc.
Alors, on a la même chose au niveau de TypeScript, qui s'appelle TSLint. Et donc, c'est intégré à l'intérieur dans le GularCli. Et donc, on a de la même façon une ligne de commande qui s'appelle nglint. Donc, on peut avoir un nglint. Alors, je vais faire npm run lint 2. Voilà. Donc, ça lance cet outil nglint. Ça va analyser tout votre code de TypeScript et là, ça va me générer un fichier tslintResult.txt dans lequel j'ai l'ensemble des erreurs qui ont été générées. Donc là, on voit qu'il nous met plein d'erreurs en disant ton code n'est pas propre. Et donc, si je regarde le contenu, là, j'ai une analyse complète de mon code. Là, j'ai 96 erreurs à l'intérieur de mon code, ce qu'il considère comme étant des erreurs. J'ai du boulot, oui. Il manque des espaces. Oui, alors après, il y a des histoires d'espace ou ce genre de choses, mais surtout, il y a des... Bon, ça, il suffit de prendre l'habitude. Surtout qu'avec Visual Studio Code, vous faites un clic droit, vous faites format de code, et puis ça reformate tout comme il faut. Mais il y a des petites astuces du genre, attention, la variable data, elle est déclarée, mais elle n'est jamais utilisée. Elle n'est jamais réassignée. Donc, plutôt d'utiliser let pour déclarer cette variable, en mettant let data égale machin, vous mettez const. Vous mettez const data égale. Autre chose également, je vais regarder à la fin plutôt. Voilà, le sélecteur du composant fiche component doit être de type kebab case et surtout avoir des bons. Ça te fait rire le kebab. Ouais. C'est surprenant. Bon, il y a les if. J'ai oublié de mettre des accolades pour les if ou ce genre de choses. Donc, ça permet d'avoir un code qui est uniforme, qui est bien informé. Et c'est toujours intéressant comme ça, surtout quand on travaille en équipe. Au moins, on est sûr d'avoir tous le même type de façon de coder. Ouais, non, c'est cool. Il y a juste un truc, je ne sais pas si eux l'ont fait, mais quand je vois ça, ça me fait penser code analyse. Il y a des règles différentes, mais c'est un peu le même principe. Il te dit il manque un espace, ou bien il manque les parenthèses ou les accolades. Il n'y a pas une option pour lui dire mais si tu sais que ça le manque, rajoute-le. Ben ouais. Non. Pourquoi il rajoute pas l'espace? Pourquoi il sait où il manque un espace, il sait qu'il en manque un, ou filtrer les données aussi, là. Il y a un peu. Oui, après tu peux peut-être ranger les règles. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est à utiliser au tout début. Oui. Dès qu'on commence à coder, c'est à le faire tourner très régulièrement. Et après, c'est vrai que moi, je me souviens, j'ai un projet là où j'avais jamais utilisé, je l'ai mis en route et au bout du jour. J'ai mis 2 heures pour corriger un petit peu tout. Voilà. Ouais, non, c'est bien. Moi, en tout cas, ça me donne envie. Ça me pose un problème, c'est que j'avais déjà pas de temps avant et j'en ai pas encore beaucoup plus pour pouvoir regarder tout ça. Mais en tout cas, ça donne envie. Prochain projet qu'il faudra faire en web, je pense que je vais regarder de ce côté-là en tout cas. Ouais. Alors, ce qu'il faut bien considérer, c'est que après, une fois que ton application est terminée, hein, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous pouvez très bien imaginer de l'embedder à l'intérieur d'une application. C'est-à-dire que vous pouvez un petit peu tricher pour créer des applications sur iOS, sur Android ou sur Windows Phone. Ouais. C'est votre application web qui est hébergée. Il y a des possibilités d'interagir avec les clients lourds, notamment pour Windows Form. Il y a un projet qui est pour Windows. Il y a un projet qui existe qui permet par exemple, de télétiles, ce genre de choses, donc qui est vraiment spécifique à la plateforme Windows 10 à partir de son application Angular. Donc, pour faire du client lourd, on peut entre guillemets, on peut très bien y arriver, l'utiliser. Pour tout ce qui est site qui nécessite du référencement ou ce genre de choses, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Parce que c'est toujours pareil, c'est l'histoire du système de routage. Et pour le référencement dans Google, c'est un petit peu compliqué, quoi.
Et ça, c'est valable pour tous les sites qui font des chargements dynamiques de morceaux de page, voilà, absolument. Comme ça. Hein. Ouais. C'est pas Angular, c'est commun quoi, par rapport à ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais pour des sites professionnels et autres, non, c'est cool. Ouais, c'est extrêmement puissant. Eh ben merci. Merci bien, Richard. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points ou Christophe, d'autres questions, mais en tout cas, ça donne envie. Ça, c'est clair que... Moi, j'ai plein de questions, mais ça serait hors sujet. Ça serait toujours au niveau de la sécurité. On en avait parlé ensemble il y a quelques jours. Mais c'est toujours cette question-là que je me pose sur ce type de techno. Mais ça sera un autre débat. Ce sera intéressant d'en parler. Oui, je pense même que ça sortira d'Angular. Je pense qu'Angular va vraiment faire l'aspect binding, métier, récupération de données. Oui, c'est en dehors de ça. Mais là, je me posais la question. Tu exposes tout. Et côté sécurité, c'est... À chaque fois, je me pose toujours cette question, en fait. Mais il y a des solutions. Hein. C'est vrai qu'il faudra peut-être une fois inviter quelqu'un pour ça, mais il y a des solutions qui existent. Oui. Alors, la première solution, c'est au niveau de ton application, de Web API. D'abord, tu vas mettre en place OWIN, et dans OWIN, tu peux mettre en place les tokens OAuth 2. Et donc, tu peux rajouter. Alors, j'ai une autre application, mais là, c'est un peu. Je peux pas la montrer. Mais au niveau de tes différents contrôleurs, de tes Web API, tu peux rajouter un attribut Authorize. Et au niveau de l'application cliente, il va falloir passer ce token OAuth dans lequel tu vas mettre tes claims, donc où tu as tes autorisations qui sont cryptées. Donc tout ce système d'autorisation de sécurité, tu peux le mettre en place entre guillemets assez facilement. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Mais ça se fait. Ouais. Ok, très bien. On passe au sujet suivant. Ouais. Tu expliques, Christophe, où j'y vais? Ah, Christophe, vas-y Christophe. Il me reste plus que 5 minutes du coup. En parlant d'expérience, ça va aller vite, hein, rassurez-vous. L'expérience que j'ai eue cette année, c'est que j'ai très peu développé. Non, mais ce que je voulais parler, c'est comme on voit Centennial, on en avait déjà discuté mi-novembre 2015. C'est vieux, hein, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, mais c'était le tout début, je crois que c'était juste l'annonce, donc on n'avait presque rien comme info à ce moment-là. Ouais, alors ça évolue beaucoup, mais c'est encore très complexe finalement. Mais ils y travaillent encore vraiment beaucoup. Et là, j'ai été contacté par DX France, là, Sébastien Pertus, que vous connaissez tous, pour réaliser un projet avec ils ont plusieurs programmes. Hein, je ne connaissais pas ce programme-là, le programme Ascent de chez Microsoft, ça s'écrit ASCEND. Donc en fait, c'est des programmes privés de DX, Medix Corp qui gèrent tout ça. Et c'est pour faire des retours d'expérience au niveau des entreprises ou des partenaires et puis promouvoir la techno, ça, évidemment. Et là, l'idée était de présenter quelque chose avec Sébastien, présenter donc quelque chose qui sera sur GitHub en utilisant Centennial et puis en essayant de pousser à l'extrême Centennial. La problématique, donc forcément, il a pensé à moi, puisque comme je développe encore en Fortran, eh bien, non, pardon, je crois que j'ai évolué à l'NR, j'ai migré tout en COBOL. En COBOL, c'est ça. Ouais, et puis j'hésite encore vers le Pascal, mais bon, je ne sais pas si la pérennité de ce code-là, quoi. Tu sais que dans QuickBasic, ils ont enlevé les numéros de ligne. Ah, d'accord. C'est cool. Hein. Donc en fait, bon, bref, l'idée avec Centennial, effectivement, c'est ton application desktop, la mettre dans le store et de profiter en fait de certaines API du store. Donc ça, c'était bien, sauf que là, on y dit, bon, on va essayer de s'amuser avec du code de VB6. C'est ça, ouais. Il faut peut-être juste rappeler que avant le projet Centennial en question ici dont tu vas nous parler, dans le Windows Store, en gros jusqu'à présent d'ailleurs, on ne pouvait ou on ne peut mettre que des applications de type UWP. Donc des applications universelles ou Windows Phone précédentes, etc. Mais il n'y a pas de possibilité de mettre des applications lourdes x86 et autres dont tu vas nous parler maintenant.
Ouais, c'est ça. Et puis, la problématique, moi, que j'ai, c'est que, bon, d'abord, il faut du temps, hein, mais là, du temps, j'en ai pas eu beaucoup cette année parce que j'ai fait un autre job pendant un an. Mais euh, l'idée, c'est que faut trouver comment avoir une continuité avec tes clients quand tu as des logiciels qui sont dans des technos un petit peu dépassés, mais qui fonctionnent toujours, hein, clairement. Ouais, c'est ça, la Euh, techno est dépassée peut-être par rapport à ce que nous on utilise ou ce qu'on voudrait utiliser, mais graphiquement, tes logiciels, on le voit pas, quoi. Faut les non, 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 adapter ça pour que c'est. ça ressemble à quelque chose de moderne. Ouais, ah bah, là, dans mon cas particulier, oui, graphiquement, tu peux pas le savoir. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Après, bon, là, mis à part de Centennial, non, ben, j'en parle pas de ça. Bon, du coup, la problématique, c'est que si tu veux utiliser en fait la puissance du store, alors je vais dire, il y a du pour et il y a du contre. Pour moi, la puissance du store, pour une entreprise qui a un logiciel qui est au niveau desktop, donc du Win32, la puissance du store, ça sera, par exemple, les notifications, ça sera la visibilité aussi, clairement, hein, qui, je pense, va s'accroître encore une fois d'ici quelques mois, disons. Mhm. Les tuiles, d'avoir les tuiles, les achats intégrés, il ne faut pas croire, mais c'est des choses qui sont intéressantes. Quand je parle de la puissance du store, c'est surtout ça. C'est que les achats, tu peux t'affranchir de tout ce qui va être installation, de tout ce qui va être euh, déploiement chez tes clients, mise à jour, etc. Et aussi, ben, je pense que maintenant, les clients, ils vont aussi adorer le principe que ton application est clean. Et clean quand tu l'installes par rapport à une application de bureau. Mhm. Faut pas oublier, ça existe toujours les bases de registre en Windows 10, ça peut faire toujours foirer. Là, le côté store, c'est quelque chose de très très bien. Il y a quelques mois, j'étais pas dans ce même sentiment, mais quand tu dois réinstaller un Windows 10 avec un compte qui a déjà utilisé un Windows 10, si vous avez déjà fait l'expérience, ça c'est génial parce qu'il va reprendre toutes tes applications et les réinstaller. Donc ça, c'est assez puissant. L'achat intégré, eh bien, tu t'affranchis aussi, toi, d'avoir peut-être tout un système sur ton site web, je dirais à l'ancienne, d'avoir des achats en ligne, etc., gérés. Alors, l'inconvénient, c'est que la com de Microsoft, comme des autres acteurs du marché, qui seraient Google, Amazon ou Apple, elle est quand même importante, hein, c'est 30%. Mhm. C'est considérable, mais je crois qu'on peut négocier, mais on peut aussi. Il faut regarder aussi ce que tu gagnes en temps. Oui, parce que tu ne t'occupes plus de rien en gros, à part développer, mettre à jour l'application. Le reste, l'application, enfin, je ne vais pas dire qu'elle se vend toute seule, mais tu n'as plus de démarche d'installation, de mise en Voilà. place, de support ou des choses comme ça, quoi. Pour les vieilles technologies, aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'in-app purchase, pour toi, ça serait plus grand chose finalement, puisque tu vas pouvoir profiter des API qui sont finalement, comme dans du code UWP, hein, c'est des API, je ne sais pas comment tu vas dire ça, mais des derniers frameworks, quoi, Mhm. dans des applications Win32. Alors, c'est très facile si ton application est en WinForm, c'est très facile si ton application est en WPF ou EPF selon votre pays. Mais par contre, au niveau VB, là, il y avait une problématique. Une grosse problématique, c'est que il n'y a pas de C# derrière et toutes tes API, ça va être un petit peu cacaboudin. Mhm. Alors, du coup, le tuto qui va arriver prochainement, puisque l'application là, est sur le store, ce matin, elle a été refusée parce qu'il manquait une URL de privacy. Ouais, Pas bien. c'est hyper grave. Bref, elle est repoussée. Donc, dès qu'elle est publiée, Sébastien Pertus va pousser ça sur le blog, donc ça va être sympa. Donc, je répète, hein, c'est tout à son honneur. Alors, là, je te laisserai gérer les petites captures que j'ai mis. Bah, tu me dis quand je change l'écran. Celle-là, déjà, c'est plus marrant. On va passer. Donc, je sais pas si on voilà. Donc là, un peu, ça sert à expliquer en fait le système de conversion. Là, on voit qu'on part d'un point MSI. Alors, on va partir de d'autres formes d'installation, mais ça restera quand même au final un package MSI. Donc, il existe différents logiciels qui peuvent créer des points MSI, mais ça reste du Microsoft Studio Installer. Et puis, bon, après, finalement, tu vas avoir un AppX et puis tu vas arriver sur le store. Alors, je pensais que c'était vraiment de la virtualisation d'applications. A priori, ce n'est pas tout à fait ça. Parce
pas comme je l'entendais personnellement, alors je ne sais pas vous, mais c'est un autre système. Et à noter que quand tu vas publier ton application, tu dois demander à Microsoft une autorisation spéciale. C'est-à-dire que tu dois avoir un certificat Run Full Trust. Si tu n'as pas ce certificat-là, ce certificat, pardon, donc il y a les grands éditeurs qui l'ont, hein, ça serait Deezer, ça serait, qui c'est qui a son app comme ça. Il y a Apple avec comment l'Apple iTunes. iTunes qui va bientôt arriver aussi. Ouais. Donc voilà, eux, ils ont des certificats que Corp délivre sur leur compte. Donc moi, là, du coup, il y a dû faire une demande pour que mon compte a ce truc-là. Mais attention, c'est propre à une application. D'accord? Ah oui. Pourquoi? Parce que ton application, elle a besoin d'accéder à des trucs système et donc elle a besoin de lever les propriétés d'admin. Et c'est un certificat, une approbation fournie par Microsoft. Alors, c'est pas. Alors, c'est dans ton application, tu vas déclarer en fait au niveau du package du manifeste le full trust. Ouais. Donc, on te donne un truc, tu le rajoutes au niveau tu sais, le package manifeste. Ouais, et puis, toi, dans ton compte, dans l'onglet sécurité. Voilà, et ton compte, toi aussi, il est tagué comme ça. Sinon, ça passe pas. Tout de suite, ça te dit que tu n'as pas les droits. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a à la suite de ce slide? Gagne-moi parce que ça me fait le plan aussi. Ouais, donc ça, on peut zapper. Hein. Ça, c'était, on en avait parlé que c'était pouvoir intégrer des bibliothèques et qu'elles étaient fusionnées entre l'espace propre à l'application ou l'espace de Windows. Ouais, tout à fait. Alors, on va utiliser, je reviens après sur cette vue-là, on va utiliser le DAC, le Desktop Application Converter, qu'on trouve sur le store, et en fait qu'on va utiliser en mode admin, et puis en fait ça nous ouvre une interface type PowerShell, où là il y a toute la soupe, hein, on en a déjà discuté, toutes ces lignes de commande. Je trouve que Centennial, c'est encore vraiment à la mode développe dans ton garage, si tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup de lignes de commande, beaucoup chiadé. C'est souvent comme ça que ça démarre. Et puis après, on va faire des outils graphiques autour pour les rendre plus simples à utiliser, je suppose. Alors, dis-toi que ça existe déjà. J'ai plus les noms sous les mains, j'ai jeté la poubelle. À la Build, il y avait des entreprises partenaires qui étaient là dans le grand hall et qui présentaient déjà des solutions où eux-mêmes derrière, en fait, ils ont simplifié un peu à la InstallSheet, où quand tu fais un programme d'installation, tu as en visuel drag and drop, ça prend ton .msi et puis ça va concocter tout seul et ça fait directement la PPX à la fin. Ça existe déjà. Il y a j'ai vu deux ou trois éditeurs qui proposent des solutions, mais qui sont en fait quelque part chers pour finalement derrière c'est de la ligne de commande. Ouais, c'est ça. Faut pas l'oublier, hein, c'est ça. Mais bon, écoute, ça existe en tout cas. Mais j'ai pas retenu les noms, puis de toute façon c'est pas très grave. Alors en fait, au niveau de ton PC, quand tu fais ça, c'est comme tout, hein, tu passes ton PC en mode développeur, tu vas checker l'Hyper-V et les conteneurs, et après, avec ton desktop app container, tu dois installer des images, tu dois télécharger une image je sais pas ce que c'est cette base image là, une image d'un Windows Insider, etc. Parce qu'il faut être dans au moins les dernières versions. Et puis, tu passes quelques paramètres, là où il est ton .msi, le nom de ton éditeur, ta version, et hop, l'affaire est dans le sac. Jusque-là, c'est facile. Enfin, c'est facile. Tu vas pas trop avoir de problème. Voilà. D'accord. La difficulté, maintenant, ça va être de dire, OK, maintenant, j'ai une application qui est avec du code source VB6. J'aimerais bien pouvoir utiliser les API que tu utiliserais nativement en UWP. Et c'est là que le bas blesse. Attends, il faut que je zoome un petit peu sur ce que tu jettes. Donc là, on voit dans ce slide-là, on est dans Visual Studio 2017, la dernière version. Il y a ici, on voit qu'il y a plusieurs packages. Alors, il y a un package JS. Alors ça, c'est assez fortiche. Il a utilisé un package JS juste pour faire du débugage. Il va être capable du coup de lancer l'application avec Visual Basic 6 de son PC. Et puis de créer en fait dans ce package, dans ce package, le JS n'est juste qu'un conteneur en fait. Il n'y a pas du tout de JavaScript, mais c'est ce qui va lui permettre de débugger hors application qui n'est pas dans le store. On voit un petit peu plus bas, il y a un GNT Rider Setup. GNT Rider, c'est le nom du programme. Et le setup, oui, parce que là, il va utiliser Visual Studio 2017 pour créer le .msi. Parce que tu ne peux pas utiliser le Visual Studio Installer
d'époque, puisque lui ne reconnaît pas les DLL qui ont été générés avec les dernières versions. Et tu peux pas créer vraiment que ce soit un dernier Messi, quoi. Exactement. Donc là, du coup, il y a du tout, reprendre tous les fichiers qu'il fallait, les mettre dans Visual Studio 2017 pour que Visual Studio 2017, lui, ne soit pas embêté et compile bien tout ce qu'il faut. Et juste au-dessus, ce que l'on voit, la visualisation que l'on voit, c'est la petite classe de notification qui va permettre en fait de créer la notification avec une petite image. Donc on voit qu'il va créer 3 interfaces. C'est le launcher notification, etc. Et puis 2-3 variantes dans lesquelles il va pouvoir passer une image et le chemin de l'image. Donc là, c'est bien. Il va pouvoir créer la DLL, ce qu'il appelait le GNT UWP Warpers. Et cette DLL, en fait, il va quand même devoir la déclarer en ce que vous avez peut-être déjà entendu à l'époque, toi Richard, certainement. Enfin. RegSBR 32. Notamment, oui. Non, même pas. C'est de pouvoir déclarer ta DLL en intercom. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Pardon ? En com, décom. Ouais, en fait, les interop comme DLL. Ouais, c'est une case à cocher. Voilà, au moins, elle est visible depuis VB6, tout simplement. Donc là, c'est à la page d'après, il me semble. Pardon. Où là, tu as une case à cocher qui tu dis, voilà, je la registre en com. Ça, si tu fais pas ça, forcément, ça ne marchera pas. Tu la verras pas, elle sera invisible. Et puis, juste après, la slide d'après. Et là, je pense que Richard va verser une petite larme. Je pense que là, les émotions remontent à la surface. Nous sommes dans une interface de Visual Studio, Visual Basic 6, et dans lequel, effectivement, tu retrouves la DLL. Ouais, c'est ça. Tu peux la rajouter. C'est ce que Richard disait. Je pense que pour arriver là, soit de Visual Studio, même 2017, en faisant ça, l'enregistre, mais sinon, tu dois faire un RegSVR 32, je pense. Ouais. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, au niveau de la machine de développement, tu es obligé d'enregistrer dans la base de registre de ton Windows ton wrapper, tes objets com, et que ça va être utilisé par ton application UWP qui va être, qui une fois quand elle s'exécutera, elle utilisera une fausse base de registre où il va voir l'objet code correspondant. C'est ça. Ouais. C'est un truc. En fait, c'est un truc de malade quand il pense. C'est pas vicieux, quoi. C'est pas vicieux. C'est un truc de malade. Surtout comme Christophe disait que c'est pas de la virtualisation, donc c'est une fausse, mais qui est à moitié présente par rapport à la vraie. Donc il y a vraiment un mix entre les deux, quoi. C'est un mix. À une partie et... Mais ça reste très propre au sein de ta machine, puisqu'il ne faut pas oublier que ça vient du store. Donc tu casses rien du tout. Tu l'enlèves, il ne se passe plus rien. Et ça, c'est un peu le côté sympathique. C'est l'intérêt de l'application du store. C'est un gros intérêt. Franchement, moi, le seul frein, je vous le dis, c'est le côté 30%. Mais je réfléchis quand même à ces 30%. Qu'est-ce que ça représente financièrement ? Pas que financièrement, le temps, timing. Tu l'as fait 30% plus cher. Non, parce que justement, dans le store, tu peux plus vendre au même prix. On est dans d'autres domaines. Oui, c'est vrai, tout à fait. Allez, si tu passes à la slide suivante, effectivement, tu vas retrouver du coup, en plus, à l'IntelliSense, c'est devenu vraiment quelque chose de transparent. Si tu passes à la slide suivante, maintenant. Ah, tu y es, pardon, excuse-moi. Je suis pas. Ah, pardon. La celle d'avant. Non, c'est moi qui n'avais pas vu que tu avais changé, j'étais sur. Et donc là, en fait, on retrouve en bas, on a notre notification. Éric Vernier, là, il ferait des yeux énormes, parce que pareil, à l'époque, as new, jamais faire ça. Donc, en fait, là, tu as directement ton UWP Warper. Et en fait, et puis tu as l'IntelliSense, c'est ça qui est normal, c'est que là, tu as le notification point, tu as le launch, tu as les fonctions en fait déclarées, tu les as en temps réel. Là, je ne te le fais pas voir, mais tu avais directement toutes les fonctions qui sont derrière. Et juste après, tu as ton package qui a été fait avec le DAC, le Desktop Application Converter. Donc, dans cette slide-là, tu retrouves en haut l'installation, tu crées un certificat virtuel. Alors là, ils l'ont amélioré, le Centennial. Avant, c'était un peu la chiotte pour avoir ton certificat, ta clé. Maintenant, il gère pour toi. Méga ouf. Ça avance un petit peu. En fait, ça avance bien, mais tout doucement. Tant mieux. Quand ça va trop vite, c'est que ça foire.
Et puis, du coup, une fois que à la slide suivante, tu ouvres ton application. Donc là, on a l'application qui est packagée dans Centennial, ici sur l'écran. Ouais. Et puis, l'idée, c'était tout bête, il fallait trouver un exemple. Hein. Donc, Sébastien, il a trouvé l'exemple. Tiens, je vais lancer une notif dès qu'il y a l'export en image. On le voyait un peu plus, enfin, le slide où il y avait le code source, là, on voyait que ça exportait dans différents formats d'image, PNG ou JPEG. Et bien, une fois que tu fais export format image, il envoyait le chemin de cette image et la capture, la miniature, la vignette, et automatiquement, paf, tu as la notification Windows 10. Ouais, c'est ça. Et en plus, quand tu utilises le dernier Windows 10 Insider en fast, les notifications ont clairement changé sur l'écran de droite, là. Elles sont super jolies, et puis tu as l'image dessus. Et l'astuce, c'est que quand tu recliques sur l'image, en fait, ça va réouvrir une instance de ton application, cette fois-ci, je parle bien, pour t'afficher, pour t'ouvrir, en fait, ce projet-là. Enfin, ce planning, par exemple, c'est un planning de projet sous les yeux. Et tu t'en rends pas compte. Moi, j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Cette fusion, en fait, de différentes technologies, ça m'a vraiment bluffé. Et c'est assez génial. Parce que finalement, dans ta DLL UWP, maintenant, tu vas pouvoir profiter de toutes les API que le store te permet. Et on pourrait imaginer de louer un logiciel en in-app purchase, faire de la location logicielle, par exemple, si tu veux, ou de plus logiquement faire des extensions de fonctions. Hein, de l'in-app, c'est tiens, je voudrais maintenant être capable d'éditer ce truc-là, quoi. D'éditer point de vue modifié, etc. Et donc, ce serait des petites fonctions, et puis tu déclenches tout ce que tu ne pouvais pas faire de toute façon, facilement, rapidement, à l'époque, en VB6. Ouais, Pour moi, c'est palliatif, ce type-là. Ça te permet d'être présent déjà sur le store, mais c'est que palliatif, clairement. Mais au niveau de ton application, tu n'as rien dû changer du tout. Absolument rien. Absolument rien. Rien du tout. Tu n'as rien à changer dans ton code, juste aller ajouter à tel endroit. Je veux que la notif s'affiche. Voilà, je veux une notif à ce moment-là. Et c'est assez rigolo parce que tu te dis, putain, t'es dans du VB6, mon grand, et tu demandes une notification. C'est un truc, tu délires là, tu dis, c'est fou, quoi. Tu dis, c'est fou. Ouais, c'est ça. Ouais. Et maintenant que tu as eu une expérience avec, plus qu'une d'ailleurs, si on te dit demain, tiens, j'ai une application que j'ai faite en VB6 ou même en C++ qui tourne depuis quelques années et je voudrais qu'elle soit sur le store. Pour toi, à ton avis, c'est quelque chose qui maintenant se fait très, très rapidement ou alors, avec l'expérience, parce que là... Avec l'expérience, oui. Oui. Justement, c'est maintenant une fois que... En moins d'une journée, c'est fait. Ah oui. D'accord. Non, mais ça demande... Non, si tu as ton code, en moins d'une journée, c'est fait. Alors, si tu veux te dire une journée, parce que le midi, tu peux t'arrêter pour manger, tu vas avoir un coup de fil. Non, ça va très vite. La difficulté, ça a été que... et là, j'aime bien, vous pouvez remercier les programmes de chez DX, parce que là, Sébastien, il a bien bossé dessus, hein, franchement. Puis moi, je n'avais pas le temps. De toute façon, clairement, là, j'aurais pu traiter plein de trucs. Et en fait, le tuto là, qui dispose vraiment prochainement, en moins d'une journée, vous avez un vieux logiciel, vous le poussez, vous lui mettez Et après, si, vous lui rajoutez les 3-4 lignes de code à certains endroits. Mais de toute façon, si vous voulez être présent sur le store, connaissant les lignes de commande, ouais, parce que on trouve, il y a de la doc qui existe. Il y a Scott Anselman qui avait fait à l'époque déjà. Voilà, tu pousses l'application VB6 sur ton store, tu en as pour 2 heures à tout casser, quoi. Mais si tu veux y faire des notifs, maintenant, allez, tu te rajoutes 2 heures de marge et tu le fais très clairement, très facilement. Le plus long, ça a été les recherches qu'il a faites parce que franchement, il est tombé sur des trucs de fou, quoi. Et je crois pas au monde, on a regardé, il y a personne qui a fait ce truc-là. Donc il a l'idée sur le truc, quoi. C'est génial, quoi. Il n'y a personne qui avait écrit de tuto là-dessus. On monte une société et puis on fait du portage d'applications. Une semaine de développement. Et puis... tu vends une semaine, tu vends un mois, tu vends 10 jours hommes. Et non, ça se fait en une journée, tu torches ça et c'est assez génial. Après, ça resterait, voilà, est-ce que vraiment tu as intérêt à être dessus? Il ne faut pas oublier que après ça reste le débat traditionnel que j'ai tout le temps, c'est que pour Windows 10.
Maintenant, cette application-là, ça reste des applications après professionnelles, il faut bien se l'entendre. Mais quand tu entends que Microsoft il sort le Windows 10 S, bah ouais, bah c'est pas grave, mon application Win32 ne peut pas fonctionner. Si, grâce à ça, elle peut fonctionner. Et elle est Dans le reste, je présente. sais pas. Hein. Elle Si, sera si, dans le si. store. Ouais, ils ont annoncé Ah, qu'on aura les applications. Oui, c'est vrai qu'iTunes Centennial? va y être. Ouais, non, Mais, tout à fait, ouais, c'est vrai. mais pourquoi elle y serait pas? Non, non, bah, déjà à un moment donné, c'était pas certain. Donc, mais c'est vrai que je pense que pour finir, Ah ils bah vont si pouvoir les mettre. iTunes y est dessus, Ouais, c'est ça, non, tout à fait. Et sinon iTunes y sera, puisque c'est vraiment le marché cible pour Windows 10, quoi. voilà. Ouais, Donc non, en c'est pas fait, mal. le Mais, truc le plus long, c'est de demander le certificat à Microsoft. ouais, c'est Ça ça. va. Le temps que tu envoies l'email, tu demandes, parce que bon, maintenant c'est bien, c'est que j'ai le contact. Ça, c'est un gros plus. Mais après, Euh, ton application, elle ne peut pas avoir accès à tout. Quand tu fais par exemple ouvrir, tu vois pas la différence que tu es dans une Ah non, non, application. tu Tu as vois accès pas à. du tout la différence. Parce Je peux qu'alors, ouvrir un fichier qui est sur mon bureau. Regarde, j'aurai ma base de données SQLite. par exemple, Ben, ouais, c'est ça. ça fonctionne. Parce que là, en fait, j'ai ouvert des projets qui étaient sur mon bureau. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il y a vraiment une communication entre les deux environnements, quoi. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'il y ait certains droits qui soient levés. Alors, je sais Ouais, ouais, pas tout à fait. exactement pourquoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça marche, Ben, leur virtualisation exactement. au niveau Je sais pas. sécurité, c'est vrai que ça pose quand même question du style, bah, ton application là, elle est dans le store. L'idée du store au départ, c'est effectivement l'application se trouve dans une sorte de container, de zone dédicacée pour éviter de foutre le bordel un peu partout, même au niveau Ouais. mémoire et autres. Donc c'est pour ça que c'était protégé. Ici, tu libères en quelque sorte cette ouverture. Donc je ne sais pas dans quel sens Microsoft va continuer. C'est Est-ce en- qu'il va. c'est encore une question que je déballe, la sécurité dans nos logiciels. Ouais, ouais, On vend à des clients fermés, enfin des clients, un client ponctuel, une application, une solution, ok, on s'en fout de ça, mais tu vends ça de manière globale à monsieur, madame, tout le monde. bah, Enfin, pour eux, ça va monsieur. pas changer grand-chose. Je vais dire, quelqu'un qui a besoin du logiciel, actuellement, il va prendre l'installeur, il va l'installer, il te fait confiance à toi. C'est juste la condition de confiance qui est peut-être là remise par un intermédiaire, dans ce cas-ci par le Windows Store et par Microsoft, qui vont faire cet aspect de confiance. Mais avec, comme tu disais, tous les avantages. Notamment, moi je me dis, enfin moi je vois ça sur ma Surface, je me lève le matin, elle était connectée au Wi-Fi la nuit, elle a mis à jour toute seule toutes les applications. Donc tout est Côté prêt, quoi. client, c'est du gros plus. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que là, les plugins des logiciels que j'ai, je les fais. Alors, il y en a certains, ils étaient en WinForm, d'autres en WPF, ou EPF pour les Belges. Et non, voilà, j'ai du WinForm et du WPF parce que Hmm. pourquoi je parle de plugins, c'est parce que quand je fais des extensions de mes programmes, je veux pas que ce soit une nouvelle fonction dans le programme, parce que sinon, il faut redévelopper dans l'ancien truc. Ah, non, Donc, tout je à crée fait. des trucs à part. Et puis bon, l'utilisateur ne s'en rend pas compte, sauf qu'il doit télécharger un programme en plus. Ouais. D'où le mot plugin. Mais là, je les refais actuellement, ceux qui étaient en WinForm en WPF. Pourquoi? Bah, pour que ça tourne sur Windows 7, encore beaucoup de clients là-dessus. Hmm. Et rien ne m'empêche de tout de suite les mettre Store. via Centennial. Là, ça te prend que dalle, tu en as pour 1 heure, donc c'est rien du tout. Et là, tu as l'avantage de côté expérience utilisateur, c'est juste génial, quoi. Ah, C'est ouais, non, juste tout à fait. génial. Donc à voir, à Ok. suivre. Et après, voilà, toujours côté sécurité. Sécurité Ouais. moi, pour l'instant, les plugins, c'est des trucs gratuits, puisqu'il faut que tu aies le logiciel initialement. Hmm. Donc pour l'instant, je ne me pose pas trop la question. Si je devais mettre des trucs de sécurité d'achat, ouais, c'est possible, mais ton code, il est quand même. Je ne sais pas à quel niveau c'est baisable. Je sais pas. Mais ouais. Je dirais que ça, c'est déjà ce qui existe dans les applications existantes, dans tous les domaines, toutes les applications mobiles. Dès que tu achètes quelque chose, tu as cette notion-là. Je suppose que ça doit être réglé, quoi. Mais bon, je connais Rien rien n'est du niveau technique. inviolable, le tout est Oui, ça, de freiné. toute façon. Ouais. Tout à fait. Mais voilà, c'était un retour d'expérience, Ah, bah, intéressant. de co-expérience, Ouais. Non, plutôt que très bien. d'expérience. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. C'est ce qui m'a vraiment plu là. Très intéressant, en tout cas. Bon, on va voir la suite, comment ça va évoluer. Merci beaucoup, en tout cas, Christophe. Hein. On Ah, merci va aussi. passer au dernier sujet. Ben, moi, je vais faire un retour d'expérience et ouais, peut-être, mais plus une explication sur deux aspects concernant Visual Studio Team Services, donc VSTS, en gros la version online de TFS.
Et bah, je suis parti sur ce sujet pour l'année 2017. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que ce sont les demandes? Je ne sais pas, à mon avis, peut-être un petit peu des deux. Mais où j'ai eu beaucoup de demandes, d'utilisation et du coup de mise en place de solutions où on doit mettre tous les aspects de déploiement continu dans TFS ou dans VSTS. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, génial. Il y a très peu d'outils. Il y avait notamment à l'époque SQL Server, quand les premières versions sont sorties, ça me faisait un peu cet effet-là. Quand .NET est arrivé, même chose, on avait vraiment ce sentiment professionnel, ça fonctionne, on va dire, quasiment à tous les coups, etc. Et dans toutes les situations. Eh ben pour VSTS, c'est un peu la même chose. J'ai très rarement des problèmes dessus, et ça fait toujours ce que je veux, et j'ai quasiment toujours une solution, parfois pas toujours simple, mais enfin toujours une solution qui est disponible. Donc, peut-être juste, il faudra peut-être d'ailleurs faire un podcast plus dédicacé à ça avec toutes les briques. Et si je vais juste m'intéresser sur un point, qui est ce qu'on appelle le DevOps, hein, il y a déjà quelques années maintenant où c'est un peu à la mode. Peut-être d'abord expliquer ce que c'est. Et donc là, je reprends un peu les propos que j'ai retrouvés sur le site et qui ont été cités également par Donovan Brown, qui est le principal DevOps PM, donc le programme manager chez Microsoft qui s'occupe de cet aspect-là, de DevOps au niveau de VSTS, qui dit, la définition en gros, c'est le but de DevOps, c'est d'automatiser la livraison de logiciels, donc la mettre en place chez des clients, sur des serveurs, entre autres, donc d'automatiser ça et de favoriser la collaboration entre les développements et les opérations. C'est-à-dire développement, les développeurs, opérations, c'est a priori les gens qui mettent ça en place, donc ceux qui déploient, ceux qui vérifient que tout fonctionne bien, par exemple, etc. Et tout ça, avec VSTS, dans n'importe quel langage, en ciblant n'importe quelle plateforme. Que ce soit de l'Android, de l'iOS, du Windows, du Java, du PHP, du JavaScript, du C# évidemment, donc tout ça est repris à l'intérieur de cette définition. Et si on reprend les termes pour moi importants là-dedans, c'est 1. Automatiser. Automatiser les déploiements, automatiser la compilation. 2, c'est collaborer. Et donc, c'est collaboration entre, d'un côté, les développeurs et souvent un autre monde, c'est tout ce qui est personne qui s'occupe de la gestion de l'installation des serveurs. Ça fait partie aussi d'une philosophie et d'une manière de travailler différente, dans n'importe quel langage et sur n'importe quelle plateforme. Donc là, il y a l'aspect d'ouverture qu'on retrouve de plus en plus chez Microsoft maintenant. Donc, en pratique, c'est quoi? On ne va pas s'intéresser à l'aspect de développement. Ça, a priori, je pense que tout le monde sait un peu développer dans n'importe quel langage ou dans n'importe quel type de système et le mettre en place. Je vous dis, on fera peut-être un podcast sur ça. Mais donc, on imagine qu'on a du code développé en Visual Studio Code, en Visual Studio, dans Eclipse, dans Xcode, hein, et vous remontez votre code dans ce qu'on appelle un repository, donc un gestionnaire de code source sur un serveur, que ce soit GitHub, que ce soit VSTS par exemple. Et puis ce code, ce qu'on va vouloir faire, c'est le compiler et le déployer. Et après, il y aura des autres étapes dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui seront tous les aspects de test, test de charge, test unitaire par exemple, déploiement, gestion des releases, tout ça peut également intervenir dans VSTS. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la brique principale ici qu'on voit sur le slide, c'est le build and deploy. Donc déploiement, on peut faire compilation d'abord et déploiement. Donc, pour tout ça, on va utiliser VSTS. J'ai essayé quand même de mettre un petit peu un slide parce qu'on a souvent tendance de dire oui, mais ce sont des solutions professionnelles, donc ça coûte cher, donc c'est compliqué, etc. Je vais vous montrer qu'en 3 minutes, mon chrono en main, on va pouvoir réaliser ces opérations. Et qu'au niveau du prix, soit c'est gratuit. Alors c'est gratuit à deux niveaux. Soit c'est gratuit parce que vous créez un petit projet de manière personnelle ou en micro-équipe, je dirais, de maximum 5 personnes. Et si vous êtes à maximum 5 personnes sur un projet dans VSTS, Microsoft vous offre, on va dire, la gestion complète de toutes les briques de VSTS gratuitement. Si vous voulez être un peu plus, dans des équipes un peu plus grandes, moi je vous conseille à ce moment-là, c'est de travailler avec MSDN. Et donc l'abonnement Microsoft Developer Network vous fournit un abonnement à Visual Studio qui inclut aussi une licence d'accès à VSTS. Et vous avez accès ainsi à tout. Si vous avez besoin d'accéder, ou des personnes d'accéder uniquement à VSTS pour superviser, pour gérer, mais sans avoir besoin de développer, donc sans Visual Studio, vous comptez à peu près 5 € par mois pour pouvoir accéder au système. Et dernier point intéressant, c'est ce qu'on appelle chez Microsoft des stakeholders, en bon franglais, qui sont des personnes qui vont pouvoir accéder à tout l'aspect gestion de la méthodologie agile, donc tout ce qui est tâches, bugs, donc les work items, les éléments de gestion de votre projet,
ben, ils vont pouvoir visualiser les dashboards, les backlogs, toutes les tâches, les bugs, les suivis, etc. Et ça, vous en créez autant que vous voulez, gratuitement également sur le site de Microsoft. Maintenant, il faut savoir aussi que tout ce qui est code, la remontée du code, les packages qu'on va créer, tout ça peut être aussi hébergé à l'intérieur de VSTS avec, jusqu'à présent, j'ai pas trouvé de limite. Donc c'est des limites liées à Azure, qui sont souvent aux alentours de 2 gigas par fichier, ce genre de choses, mais donc il n'y a pas de limitation au sens strict de l'utilisation de VSTS. Donc au niveau prix, je dirais qu'il n'y a pas réellement de problème. Pour tester 5 users, c'est largement suffisant, et pour pouvoir travailler avec d'autres utilisateurs en petites équipes, en petits projets, même chose. Mais donc le plus simple, c'est que je vous montre ça en démo. Alors en démo, c'est quoi? Ce que je veux juste vous montrer, c'est le build and deploy. Et c'est cet aspect-là que je trouve génial. Donc je vais prendre mon navigateur. Je me suis mis sur un projet qui s'appelle Journée Agile 2017. Et là, je fais un bonjour à Adrien Clairbois qui a fait la présentation de ce module-là, entre autres, et d'autres aspects avec moi il y a quelques semaines en Belgique sur la Journée Agile. Et donc, qu'est-ce qu'on avait montré, et ce que je vais vous montrer ici très rapidement, c'est on a du code sur un projet créé dans VSTS. Alors si vous voulez le créer, votre projet, il suffit d'aller sur le site visualstudio.com, tout simplement, si je le tape, je crois que c'est Visual. J'ai une journée entière avec Adrien. Non, c'était juste 1 heure. On a passé la journée, oui, mais la présentation durait juste 1 heure. C'est une journée avec Adrien. Voilà. Tu vas encore te faire un copain, hein. Donc si vous voulez créer un projet où vous n'avez pas encore de compte visualstudio.com, donc de TFS Online, donc il suffit de taper visualstudio.com/TFS et vous arrivez ici sur Team Foundation Server. Vous pouvez un peu plus bas créer vous-même directement un compte et pouvoir l'enregistrer, et en quelques secondes, en quelques minutes, vous avez ainsi à disposition votre compte VSTS, Visual Studio Team Services, créé gratuitement avec votre adresse mail, et vous pouvez ainsi faire ce que je fais là. C'est-à-dire, première chose, c'est avoir du code. Ici, c'est un tout simple projet, on va peut-être même pas l'exécuter, c'est un projet web, un simple projet d'exemple qui affiche une page, je l'ai mis sur Azure, qui est là, c'est-à-dire il affiche Journée Agile 2017, il y a une liste, on clique sur les éléments, on peut trier la liste, la grille, etc. Donc rien de bien particulier, c'est pas l'objectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'onglet Build and Release, qui se trouve ainsi un peu plus à droite, dans lesquels je vais d'abord vous montrer ce qui existe, et on va le faire juste après en quelques secondes, dans lesquels j'ai créé ici ce qu'on appelle une définition de compilation. Donc en anglais, un build definition, je suis dans cette rubrique. Et un build definition, pour le créer, vous avez un bouton New qui est là, il suffit de cliquer dessus, et vous allez avoir des modèles déjà prédéfinis par Microsoft, en gros pour toutes les technologies classiques que Microsoft met en place. Et donc dans les modèles, j'ai application desktop, ASP.NET, ASP.NET Core, etc. Et j'en ai toute une série d'autres, Android, Azure, Jenkins, Maven, enfin bref, toute une série de projets. Si vous en choisissez un, au hasard, je vais prendre par exemple le premier, ou moi c'est un projet .NET, je vais prendre ASP.NET qui est là, vous appliquez, et vous arrivez dans la définition de votre build definition avec une série de tâches prédéfinies qui sont pour un projet, par exemple de type web ou de type Microsoft, c'est 1. Récupérer le code source, 2. Récupérer les paquets NuGet s'il y en a, 3. Compiler les solutions, tester les assemblies, donc tester les bibliothèques, publier les symboles pour de la compilation, et publier en finale ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire en gros le zip qui est le résultat qui va contenir tout ce qui est DLL, exe et autres, donc tout ce qui est le contenu présent à l'intérieur d'un package de compilation. Tout ça va se retrouver dans un artefact. Et tout est déjà pré-rempli. Vous avez juste besoin, dans ce cas-ci, de choisir le default queue agent, le default agent queue, c'est-à-dire le serveur sur lequel on va faire la compilation. Et Microsoft, dans sa grande bonté, vous fournit le default on l'oublie pour le moment, on verra plus tard, il vous fournit 3 services de compilation à peu près gratuits, c'est-à-dire que vous avez, je crois que de mémoire, c'est 240 minutes par mois disponibles pour compiler votre projet. Alors là, ça dépend de la taille de votre projet. Si ça prend quelques minutes ou quelques secondes, vous allez consommer très peu. Donc ça permet de tester très facilement, très rapidement des projets. Donc par exemple, je peux choisir le Hosted VS 2017, qui est un serveur fourni par Microsoft, enfin du moins une batterie de serveurs fournie par Microsoft et qui donne tous les derniers outils disponibles dans Visual Studio 2017. Vous donnez un nom à votre définition de compilation, et c'est tout. Ici, voilà, j'ai mon écran qui a figé un petit peu. Donc ici, c'est tout ce qui se passe, et j'enregistre.
save. Je ne vais pas faire un save NQ tout de suite. J'enregistre en lui donnant le dossier dans lequel je vais enregistrer avec éventuellement un nom. Voilà. Et si je reviens dans ma définition de build, ben, je vais retrouver les deux définitions que j'ai créées. La première qui est Journée Agile 2017, celle de la dernière fois, et celle que je viens de faire maintenant, Journée Agile 2017, ASP.NET Preview. C'est tout. En termes de définition, qu'est-ce qu'il va compiler? En laissant les options par défaut, si je retourne dans l'édition de cette définition, il va ici récupérer les packages NuGet de toutes les solutions trouvées à l'intérieur de mon projet. Quel projet ou quel code source? Ben, je le choisis dans GetSource, je choisis le dossier et la branche, comme je suis dans un projet Git, la branche que je veux compiler. Il a pris la branche par défaut sur laquelle je me trouvais, qui est Develop. Puis Build, ben, il va tout compiler, il va rechercher tous les SLN qui contiennent tous les CSproj, il va les compiler, il met tous les paramètres qu'il faut pour que ça fonctionne. Et si je veux que ça fonctionne, j'ai juste besoin de demander, en appuyant sur le bouton Play, d'exécuter pour tester ce que ça va donner. Donc je le mets en queue. Et dans mettre en queue, j'ai un petit écran de confirmation qui me demande est-ce que c'est bien sur ce serveur que je veux compiler, est-ce que j'ai quelques variables, type le variable release ou debug dans lequel je veux le mettre en place. Je dis OK, je mets en queue. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il me l'a mis dans une queue qui est ici, c'est-à-dire il me l'a mis dans une queue, dans une file d'attente chez Microsoft, pour qu'il y ait une place qui se libère au niveau du serveur de Microsoft. Et une fois que la place sera libérée, je vais pouvoir voir la console d'exécution comme si j'exécutais le système. Donc voilà, il est parti. Donc vous voyez que ça prend quelques secondes. Mais vous n'avez pas la garantie. Je dirais en moyenne, il faut peut-être compter 4 à 5 minutes en général, en moyenne, pour qu'on ait un accord du serveur de Microsoft pour obtenir les résultats. Et donc là, il va tout faire, c'est-à-dire il va récupérer le code, il va compiler le code, il va récupérer les packages NuGet au préalable, et je vais voir dans cette console toutes les phases de compilation, comme si c'était un environnement de développement, comme si j'étais sur ma machine de développeur tout à fait classique et traditionnelle. Et si tout se passe bien, et pas d'erreur, évidemment, à la fin, il va me générer, on voit là l'avant-dernière tâche qui est Publish Artifact, avant la dernière, qui est le cleanup, qui est la dernière tâche fournie par Microsoft. Donc on voit ici toutes les opérations de compilation utilisant msbuild.exe, etc., etc., etc. Build succeeded. Ici, c'est un tout petit projet où il n'y a presque pas de code, donc a priori tout va fonctionner sans trop de problèmes. Mais on avait même mis des tests unitaires, donc tout ça est en train de passer. Et je vais revenir sur le build, on va laisser ceci. Je vais montrer celui qu'on avait fait les dernières fois, qui s'appelait Journée Agile 2017, parce que dans celui-là, il y a une historique. Je l'ai exécuté 5 fois déjà. Ils sont tous passés en vert les 5 fois. Et si je prends le dernier, on peut aller voir qu'on a l'historique de la compilation, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, y compris Build Solution. On voit le log avec exactement comme vous avez le même log qui va s'afficher sur votre PC. Vous avez toutes les opérations, les commandes qui se retrouvent là. Donc s'il y a un problème, vous le verrez. Si tout fonctionne, ben vous voyez exactement toutes les étapes par lesquelles il est passé. Et ce qui m'intéresse quand j'ai un build, un numéro ici de compilation qui a été généré, c'est qu'en finalité, il m'a généré un gros zip dont je l'appelais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'artefact. Je peux en créer plusieurs. Par défaut, Microsoft lui donne le nom de drop. Je peux le télécharger ou je peux l'explorer. Si je le télécharge, download, je vais récupérer le zip, je l'enregistre. Voilà, celui-ci va faire 3-4 mégas. Je vais pouvoir ouvrir mon fichier, mon zip, voilà, et je peux naviguer à l'intérieur. Et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Des fichiers de commande, un fichier de README de déploiement et un autre zip, Journée Agile 2017.zip, qui contient... Un autre zip. Non, après il n'y en a plus. Qui contient le contenu de, si je descends dans tous les répertoires, SRC, Journée Agile 2017, objet, release, package, c'est pas fini, temp. Ça fait plus de 256 caractères. Tu m'étonnes qu'il était grand. Donc il contient ici une page HTML, un global.sax, un web.config, mon fichier binaire avec mes DLL qui se trouvent à l'intérieur, et en gros tout ce qu'il faut pour que ça puisse être déployé. Donc j'ai ici un drop, un fichier drop, qui contient tout le nécessaire, à la fois les commandes, si je remonte tout en haut, les commandes... où est-ce qu'il était? Je ne sais plus, je vais le remettre depuis le site web. Je vais faire Explore sur le site web où on peut naviguer dedans aussi. Voilà, j'ai le Journée Agile 2017.deploy.cmd, donc j'ai les commandes et les scripts PowerShell pour faire le déploiement à la main si je veux sur un serveur, et j'ai le contenu évidemment de tout ce qui est package à déployer. Donc ça, l'intérêt, c'est déjà de faire la compilation. Et donc vous avez vu,
ici, je vois le résultat. La création du package pour du code, entre guillemets, standard, c'est extrêmement simple. Ça prend quelques secondes de d'appuyer sur un bouton et de le créer. Putain, Voilà, ça celui de marche tout en à l'heure, plus. c'est fait. Ça marche Et si je pas. vais dans Edit, je peux rajouter n'importe quel autre type de tâche. Microsoft nous en a fourni des dizaines, je dirais entre guillemets des centaines de tâches disponibles, qui sont toutes ici. Et j'ai des tâches surtout de type command line, où là je peux exécuter n'importe quelle commande. Si je veux faire ma propre opération, command line, archive, etc., tout ça est dispo. Okay. Et puis tu reçois un email dès que la build elle est faite, en fait, c'est fou. Oui, ça c'est si tu es abonné, c'est-à-dire derrière ton profil, tu as des règles pour dire je peux recevoir un email, une notification. En fait, ce que tu faisais là, je le faisais en temps réel avec un projet WPF. Ben voilà, tu vois, ça. Quand sur des projets comme ça, WPF, C#, Windows, .NET, etc., c'est tous les templates sont présents et ça marche, quoi. Et les serveurs sont dispo chez Microsoft, donc ça fonctionne aussi. Il faut juste parfois avoir un peu le temps et pas être trop pressé sur ça, mais ça fonctionne. Et l'avantage, c'est que ça vous donne une garantie sur la compilation, parce qu'il arrive souvent que vous travaillez sur un projet, mais votre projet fait partie d'une solution, tout seul ou à plusieurs, à travailler. Vous n'avez jamais exactement la garantie que tous les tests unitaires sont passés dans le bon environnement, et au préalable que toute la compilation a été exécutée correctement, avec tous les projets. Et donc ici, l'intérêt, c'est que vous allez peut-être, par exemple, recompiler tout à chaque fois. Alors, j'ai fait la compilation ici à la demande. Maintenant, dans l'édition de mon package, vous avez évidemment ce qu'ils appellent des triggers, donc la possibilité de définir quand vous voulez que cette compilation, ce package, soit exécuté. Soit vous l'exécutez de manière continue, et vous dites dès qu'on remonte du code dans la branche de développe, automatiquement il s'enclenche, soit de manière planifiée, je dis, je sais pas, tous les dimanches, ou tous les lundis, ou tous les vendredis, à 3h du matin, je refais une compilation de tout le système. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Ok? Ça, c'est le build. Super. Deuxième, c'est release. Alors, release, c'est je prends le contenu de ce que j'ai fait dans le build, c'est-à-dire le résultat de mon package de compilation, et je vais le déployer. Et là, même principe, j'en ai créé un il y a quelques jours que je vais vous montrer, et on va voir ici les résultats, c'est un peu le même principe, le même système. Si je veux en créer un, même chose, j'appuie sur le bouton plus, créer une nouvelle définition de déploiement, create release definition. J'arrive dans un écran qui me permet de dire quel modèle. Et là, Microsoft étant très tourné Azure pour le moment, c'est surtout de l'Azure. Hein. Donc c'est déployé Azure dans tous les coins. Mais et qu'est-ce que tu fais alors si c'est une application WPF? Ça dépend de ce que tu veux en faire. C'est-à-dire déployer l'application WPF, elle doit être mise où? Le setup doit être mis où? Sur un site web à télécharger par les utilisateurs, dans le Windows Store, tu vois? Donc il y a ces opérations-là. Putain. Mais là, tu peux le faire. C'est-à-dire, on peut partir d'un modèle empty, vide, et puis après créer ses propres tâches pour dire je fais un transfert FTP sur mon serveur à moi qui se trouve, je sais pas, chez OVH, dans lequel je fais un accès à ce moment-là pour mes clients qui peuvent directement télécharger la dernière version. Sérieux? Sérieux, ouais, on va le faire. Regarde. Je choisis par exemple ici, moi j'ai dans une application web, donc je vais choisir Azure App Service Deployment. Next. Il me dit, ok, qu'est-ce que vous voulez déployer? Donc je choisis mon projet et je choisis mon build definition, c'est-à-dire ce que je viens de créer, que j'ai appelé Journée Agile 2017, où j'ai celui que je viens de créer maintenant. En celui-là, create. Et là, ça va même plus loin que juste un déploiement. Je choisis d'abord l'environnement. Microsoft m'en a créé un pour moi, il l'appelait environnement 1. Souvent, on va dire ça c'est l'environnement par exemple de développement. Et il est en rouge ici au niveau du déploiement parce qu'il me dit pour déployer dans Azure, ça dépend évidemment de ce qu'on choisit, j'ai besoin bien entendu de choisir un abonnement. Je choisis un abonnement ici, il a trouvé l'abonnement, il va me dire dans cet abonnement-là, quel service vous voulez utiliser? Journée Agile 1. Ça c'est le site web que je vous ai montré juste avant qui est là, journéeagile1.azurewebsite.net. Voilà. Et il n'y a plus rien de rouge. Donc c'est-à-dire tout est correct pour le moment, je pourrais déployer directement en appuyant sur le bouton enregistrer à ce niveau-ci. Si maintenant, il me dit Christophe, toi tu voudrais rajouter une tâche de transfert en FTP, mais dans la tâche qui est là, que je pourrais supprimer si elle ne m'intéresse pas, je peux en rajouter une autre, donc continuer un déploiement dans un autre environnement en faisant ajouter une tâche, et je recherche dans les tâches de déploiement un transfert en FTP. Alors il faut juste la retrouver, elle est en SSH, c'est pas ça, Mobile Center, où est le FTP? Putain, on pourrait même se faire envoyer un zip du truc régulièrement et tout, ouais. Par exemple, oui, ou le déposer en copie. C'est dingue. Ici, il est où le FTP? Je vais faire une recherche FTP. Hop. Le voilà. C'est CURL upload file. Je fais ajouter.
terminé close ici. Et donc cette tâche-là, elle me demande, ok, vous voulez transférer en FTP, mais quels sont les fichiers? Et là, je peux aller rechoisir, resélectionner en appuyant sur le petit bouton browse dans mon artefact que je viens de créer, quel fichier je veux envoyer. Par exemple, le fichier journéeagile 2017.zip, je le choisis. Je donne le username, le password, et évidemment l'URL sur laquelle je veux envoyer mes packages. Mais alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une application WPF pour le MSI pour ça en desktop? Du coup, on pourrait imaginer une tâche, tu vas créer le MSI on a une solution du coup du MSI, du package, et tout ça on peut le gérer du coup a priori online, et du coup d'envoyer le point MSI qui va le compiler avec la dernière build, et de l'envoyer via FTP directement dans le site web. Directement dans le site web pour un MSI. Je dirais la seule condition en général, soit la tâche est disponible dans les tâches de base fournies par Microsoft, ou les tâches, parce qu'il y a un marketplace, donc parfois il faut aller voir dans le marketplace, il y a des partenaires Microsoft qui ont créé des tâches aussi supplémentaires pour d'autres outils, ou alors il faut que l'outil, par exemple le générateur MSI, le créateur de fichiers MSI, il faut qu'il puisse être utilisable en ligne de commande. Et dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Tu fais juste le nom de ta commande de génération du MSI en mettant les bons paramètres qu'il faut pour que tout puisse s'exécuter sur le serveur en ligne de commande. D'accord, il y a certainement des trucs, mais c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que dès que toi, tu publies dans la bonne branche, la branche master, un truc, il va générer tout ça automatiquement. Tout à fait. Nous, en général, c'est ce qu'on fait dans l'environnement de dev. C'est-à-dire, ce qu'on fait en général sur tous les projets maintenant, vu le temps que ça prend, je veux dire, en 10 minutes, on a fait toutes les étapes, c'est qu'on va automatiquement récupérer la branche développement, on va automatiquement la compiler dès qu'un développeur remonte son code, et on va automatiquement déployer le résultat de cette compilation, forcément si elle s'est bien passée, dans un environnement de développement. C'est-à-dire un site web, Azure, ou bien un site web interne de développement. Et ça permet, si on est à 2-3 à travailler, que les autres développeurs aient toujours sur un site web bien précis la toute dernière version du site développé. Et puis après, on a un environnement de test, on a un environnement de production où on change juste les URL de destination. Alors, tout ce qu'on fait ici, je vais enlever la tâche ici de FTP par exemple et laisser que la tâche Azure. Ici, j'ai créé et on voit un environnement qui est l'environnement de dev. Alors, il y a deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est la configuration des variables. Dans un environnement, je peux définir des variables qui sont en gros les paramètres qui vont changer d'un environnement à l'autre. Exemple, je me connecte sur une base de données, probablement que la base de données n'a pas le même nom en base de développement qu'en base de production. Elle n'a peut-être pas le même login et le même mot de passe. Il y a peut-être toute une série d'autres paramètres dans le fichier de configuration que je vais vouloir changer. Mais je vais pouvoir les centraliser à l'intérieur de l'écran qui se trouve là. Et deuxième chose, c'est qu'une fois que j'ai tout testé, tout fait, j'ai appuyé sur mon bouton d'enregistrement et que je l'ai donc exécuté, j'ai lancé une fois une release et que je me suis aperçu que ça fonctionne dans mon environnement de développement, mais je vais pouvoir dire, ok, mon environnement de développement, il est configuré correctement. A priori, il est sensiblement à peu près similaire à ce que je trouve dans l'environnement de test, voire l'environnement de production. Mais je vais pouvoir dire, tu vas me le cloner, c'est-à-dire tu me reprends tout ce que je viens de faire, les tâches, les variables de configuration, les triggers, etc. Et tu m'en fais un nouvel environnement que je vais appeler prod. Et donc là, je vais pouvoir après juste aller changer la condition ou rajouter des approbateurs, des approuveurs, pour dire, en développement, ok, je l'envoie directement, dès qu'on fait une modification, c'est mis sur un serveur pour développer, ça c'est pas grave, mais si je le mets en production, je voudrais avoir un pré-deployment approver, donc dire, je veux recevoir un mail, et le mail, voilà, il va être envoyé chez moi pour me dire, je veux quand même avoir une garantie, quoi. Et on a des options pour dire, je veux que tous les utilisateurs, s'il y en a plusieurs, ou un seul des utilisateurs donne son avis, et il reçoit juste un mail, il a juste besoin de dire, ok, qu'il soit là ou pas, sur son téléphone ou pas, le chef de projet reçoit un mail, il dit, ok, c'est bon, et hop, ça part, et automatiquement, le développement va être enclenché sur le serveur. Je préfère recevoir un texto. Là, il faut que mais je suis sûr que ça serait possible. Oh, certainement, oui. Alors, autre chose qui est très très intéressante aussi, c'est que si je regarde les définitions ici qui existent, et une que j'avais lancée déjà 3 fois, on voit release 4, 5 et 6, les autres je les ai supprimées, ils sont dans delete probablement, voilà, 1, 2, 3 sont ici, on voit celles qui n'ont pas pu être déployées, et si je vais voir dedans, je verrai le pourquoi, et on voit aussi ici dans l'historique, celles dans quel environnement j'ai fait les déploiements. C'est-à-dire par exemple la première colonne qui est l'environnement dev, quand je passe la souris, il me le met, dev, success, succédit. Même chose pour le premier.
Le deuxième qui est là à côté, il est en gris, parce que je vois Pre-Deployment Approval. Donc, c'est-à-dire il n'est pas mis en vert parce qu'il n'est pas encore passé en approbation, il n'est pas passé en déploiement, pardon, parce que quelqu'un doit approuver. Et si je clique dessus, je vais voir à ce moment-là, dans ce cas-ci, c'est moi, qui doit approuver, et vous voyez que j'ai un écran simplement pour dire j'approuve, rejette. Si je dis je rejette, ça va être refusé, et il passe à ce moment-là en gris complet. Si j'avais dit j'approuve, plouf, ça sera envoyé directement pour les étapes avec les tâches de mise en production dans ce cadre-là. Ah bah c'est ce qui s'est passé avec une dernière build de Insider Fast. Il y a quelqu'un qui n'aurait pas dû approuver. Ça peut être. Il n'y a pas longtemps. Maintenant, son chef, il peut aller voir, en cliquant sur l'overview, dans quel état tout ça se trouve. Et donc on là... peut stopper. Comment? Il n'y a pas moyen de stopper la merde. Si, attends, non seulement on peut stopper, mais tu peux revenir en arrière. C'est-à-dire, si la release 6, on dit, elle a été déployée, il ne fallait pas... Je reviens sur la release 5, et je vais pouvoir ici rechoisir ma release et demander de faire, attention, voilà ici, je redéploie à nouveau, j'ai appelé environnement dev ou staging, je redéploie de nouveau dans un environnement staging. C'est-à-dire il va relancer sur base d'une précédente compilation, parce qu'il y a eu un problème dans le dernier déploiement. Si je fais ça, il va me dire, attention, ce que vous avez choisi ici, elle a déjà été déployée dans cet environnement-là. Est-ce que vous êtes certain que... Je trouve effectivement que c'est peut-être pas normal. Mais si je dis deploy, c'est reparti. Ça refait un déploiement de la release 5 et pas la dernière, dans l'environnement ici, dans ce cas-ci, de production. Oui, il y a une approbation à faire. Je dis ok, j'approuve. Ah, t'as pas coché peut-être? Non, je sais pas. Pas dit. T'as pas dit pourquoi? Non. Marquer un truc. Invalid input or update environment staging release, nature pending approval in the environment. Je ne sais pas s'il faut dire quelque chose. Non. Bon, t'as le droit que de rejeter. J'ai peut-être pas le droit. Je sais même pas si j'ai le droit de rejeter. T'as le droit que de rejeter. J'ai le droit que de rejeter. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est ce que utilise Microsoft alors pour ses builds? Pour moi, oui. En tout cas, c'est clair que Microsoft utilise VSTS pour développer. Je ne vois pas pourquoi il n'utiliserait pas ce module de bin release aussi pour déployer. Mais ça dépend des services aussi. Hein. Ça n'en cache que moi. Oui, ça dépend des services aussi. Ouais. C'est vrai que par exemple, le département Windows, qui est un des gros chez Microsoft, ils sont passés très très récemment à VSTS pour l'utilisation de leur code source. Donc, ils se sont fait une demande interne et puis ils ont dit ouais, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Mais ils pourront regarder DevOps et ils pourront dire si c'est bien ou pas. Hein. Tu vas pouvoir leur vendre. Oui, voilà, on pourra leur vendre des licences, ouais, c'est cool. Donc voilà. Alors, deux petites choses. Il y a deux petits points qui sont encore intéressants à mon avis. La première chose, c'est que tout ce qu'on voit ici, c'est utiliser le serveur de Microsoft pour compiler et pour déployer. Alors, il faut savoir que si on va dans la rubrique, je vais dire des paramètres du site, dans la rubrique Agent Queue, c'est là où on voit les files d'attente des différents pools de compilation. Vous avez les serveurs de Microsoft dont j'ai parlé qui sont ici, notamment Hosted VS 2017, où je vois mes compilations à moi et mes déploiements qui ont eu lieu. Mais vous avez un bouton qui est Download Agent. Si j'appuie sur le Download Agent, je peux télécharger une version pour Windows, OS X ou Linux de l'agent de compilation que vous pouvez installer chez vous sur votre propre machine ou votre propre serveur. Et dans ce cas-là, vous devenez serveur de compilation. Une fois que vous l'enregistrez et que vous l'exécutez, vous allez vous retrouver comme ici, mais il est rouge pour le moment parce qu'il est désactivé, un service à vous sur votre machine que vous allez pouvoir utiliser pour compiler vos propres process. Ça peut être intéressant. Alors vous avez gratuitement, vous pouvez en avoir un chez vous. Si vous voulez avoir plusieurs pipes de compilation, là il faut payer pour les suivants, mais le premier est gratuit. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez installer à ce moment-là même des outils un peu peut-être hétéroclites qui n'existeraient pas sur l'environnement de Microsoft au départ. D'accord. Est-ce que tu as un... Je pense notamment quand on utilise par exemple une application WPF qui utilise des composants externes. Des fois, il y a des composants externes qui ont des installations qui sont un petit peu bizarroïdes et donc qui sont ininstallables sur VSTS online. Et donc là, sur une machine qui est bien configurée, on peut le mettre en place, quoi. Ça simplifie les choses, effectivement. Ouais. Est-ce que tu as dans ça un statut à propos du temps de compilation que tu as de disponible ou de déjà consommé ou un truc de crédit oui, si tu as besoin de plus? Mais il faudra aller voir où parce que je pense maintenant c'est relié à Azure et donc ça se trouve dans la rubrique Azure. Avant il y avait une brique au niveau du dashboard, mais de mémoire, je n'y vais pas souvent parce que je te dis, nous on a installé un serveur chez nous au niveau de la société.
et donc on utilise notre serveur, et donc je n'ai plus réellement l'utilisation de ça. Avant, il y avait une brique ici dans le dashboard qui montrait l'état d'utilisation des minutes du build. Mais je pense que maintenant ça se retrouve au niveau d'Azure, dans le portail d'Azure. Dans ton compte alors, oui, d'accord. Dans le compte, oui, dans le compte lié à VSTS, ouais, qui est lié à celui d'Azure. C'est le même utilisateur a priori pour accéder aux deux. Usage. Il y a peut-être un truc, je vais en train de cliquer. Voulez-vous vraiment partir? Oui. Oui, si on fait des modifs, ouais, c'est ça. Alors, dernier point que je trouve intéressant, c'est la rubrique librairie qui vous permet de créer vos propres fichiers sécurisés, vos propres packages NuGet, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de faire des déploiements de vos propres librairies également dans des espaces un peu sécurisés. Donc ça peut être intéressant aussi pour des développements internes, de faire des déploiements d'applications dans ces endroits. Alors, n'oubliez pas toujours qu'il y a le marketplace aussi. Oui. Oui, notamment si tu as les certificats pour les applications WLP ou genre de choses. Par exemple, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Ça pourrait se retrouver là aussi. Ouais. Et dans le marketplace, effectivement, il y a toute une série d'autres services qui existent. Et si je prends par exemple Ndepend, dont on avait déjà fait un podcast très récemment, ben vous voyez qu'il y a une brique ici, Code Quality Ndepend. Donc, forcément, il est en free trial ici pour le moment, et vous pouvez ensuite acheter une licence. Et donc, vous pouvez demander de l'installer. C'est juste appuyer sur un bouton, et ça vient demander sur quel compte, et ça va vous rajouter une brique supplémentaire dans les différentes tâches qui sont disponibles au niveau de VSTS. Donc voilà ici. On a par exemple, dans les tâches, les build steps, on va retrouver une tâche Ndepend Task, qu'il suffit de rajouter, de choisir quelques paramètres qui sont dépendants du projet, et on peut l'utiliser. Donc voilà. Donc juste pour donner des informations par rapport à ça, alors VSTS est très gros, donc il y a beaucoup d'autres fonctionnalités disponibles, mais rien que celles-là, elles ne sont pas souvent mises en place parce qu'on a toujours l'impression que faire de la compilation automatique, du déploiement automatique, c'est compliqué. Alors ça peut l'être si on a beaucoup de composants externes, effectivement, mais si on utilise des solutions un peu standards, ou du moins pour faire des éléments un peu de base, je vais dire, en quelques minutes, vous faites ces opérations-là et vous avez en tout cas une vision et un suivi très précis de ce qui a été fait et des révisions possibles pour revenir éventuellement dans le code précédent, quoi. Microsoft garde toutes les versions précédentes pour vous. Hein. Si je me retourne sur mon environnement ici, voilà, j'ai un onglet History, et dans History, j'ai toutes les compilations précédentes avec tous les artefacts, donc tous les packages zip précédents, et je peux en avoir, je crois que c'est jusque 50 par défaut qui sont configurés et qui sont enregistrés, ou je les garde moi-même, j'ai un petit bouton qui permet de les retenir de manière indéfinie si je veux. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait des points supplémentaires sur lesquels vous voulez en discuter. Moi, j'ai juste une petite question, c'est moi j'ai une application où j'ai un service Windows qui est installé en application. Oui. C'est chaud. Ouais. Le service Windows, déjà, tu ne pourras pas l'installer sur le serveur de Microsoft, ça c'est clair. Ouais. Par contre, le compiler, oui, c'est une application, je suppose, en C#, donc ça, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on fait souvent avec les services Windows, c'est qu'on le développe en application, je dirais mixte, c'est-à-dire en application console et service Windows. Service Windows n'est jamais qu'instancier un objet, le nom, je ne sais plus exactement, mais... Et donc, on a deux modes. Et ça me permet ainsi de lancer en mode console pour notamment faire des tests unitaires ou des tests plus approfondis en classique, entre guillemets, sans devoir installer le service. Maintenant, faire l'installation, c'est totalement faisable aussi. Hein. Il y a des scripts PowerShell. Donc, si on doit faire le déploiement automatisé du script, c'est une commande PowerShell, souvent pour désinstaller, s'il a déjà été installé, le service Windows au préalable, recopier les fichiers et relancer l'installation du service Windows. Donc ça se fait sans problème. Ça, s'il faut. Pas sans problème, peut-être pas. Ouais. Non, franchement, à partir du moment, parce que je l'ai fait ici récemment sur un projet aussi, où on avait, je crois, c'est 3 ou 4 services Windows qui tournaient pour des analyses diverses. Donc j'ai dû regarder le script. Franchement, c'est 3 ou 4 commandes. Hein. Je peux retrouver les commandes très simplement ou les envoyer s'il faut par. Donc la seule chose, c'est qu'il faut avoir un accès à la machine distante pour copier les fichiers. Et puis on fait du remote PowerShell. Mais dans le remote PowerShell, il y a une commande qui existe également dans la définition du build pour faire ça. Donc c'est du PowerShell forcément distant, donc, comme son nom l'indique, pour faire l'exécution à distance du PowerShell. Et ensuite, franchement, je crois que c'est 2 commandes pour PowerShell pour supprimer le service web, le service Windows, pardon, et 2 commandes pour l'enregistrer. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Je sais pas si toi, t'en as déjà rencontré. Mais...
Non, bah ouais, c'est-à-dire que l'application en elle-même, il y a une application WPF, il y a une application, il y a un service Windows, Ouais, et il y a une application web. Bon, il y a, ouais, c'est ça. il y a un total, quoi. Ben, pour le web, avec IS, ça pose aucun problème. Pour la base de données, ça j'avais été remarqué que dans le marketplace, il y a moyen d'avoir une extension. Je crois que si on fait une recherche sur IS, il y a IS et SQL Server. Il y a une extension, Mhm. je crois que c'est celle-ci, donc qui permet de faire ça, le déploiement des deux. Donc voilà, en utilisant WinRemote, donc faire une installation à distance. Donc je crois qu'il faut juste Mhm. configurer le serveur web distant pour pouvoir y accéder, et c'est tout. Et après, ben, ça se déploie pour, voilà, pour le SQL Server et pour IS. Et pour le service Windows, oui, c'est faire par exemple un PowerShell pour exécuter, enfin pour copier les fichiers sur le serveur et puis lancer un petit script pour ça. Mais si ça t'intéresse, je t'enverrai, enfin je le partagerai pour tout le monde, le petit script que j'ai trouvé pour faire ça. Ok. Ok. Voilà, C'était voilà. intéressant là, en même temps la vue que tu as faite sur le marketplace, puisque ça montre toutes les possibilités qui sont pas infinies, mais Ah oui. énormes. On peut développer, même si quelqu'un a une nouvelle fonctionnalité, on peut développer toute une série d'outils, quoi. Il y a notamment certains, à mon avis, que Microsoft va intégrer à un moment donné, on voit le code search. C'est-à-dire faire une recherche directement online, sur des mots-clés, sur ce qu'on veut, dans le code. On peut travailler de sa maison depuis une Surface RT1. Oui, tu peux développer. Ah ben non, c'est clair. Tu vas dans ton Oui, code, tu modifies ton code, et puis bah, ça, quand tu fais le commit, donc quand tu sauves, ça recompile, et ça te génère le paquet, ça t'envoie un mail quand c'est fini. Et... Bon, faut pas faire trop d'erreurs, hein, parce que le temps de réponse entre le moment où tu modifies et le moment où tu arrives dessus, ça va être un peu long. Mais ça va être un... effectivement, dans l'éditeur, si je vais dans le content qui est là, je me mets en mode edit, on a le config point, et on a, faut le temps un petit peu que ça arrive, mais on a même l'IntelliSense qui va Mais un pouvoir arriver à un espace. moment donné. Non, Un pas espace, parce oui. que tu fais. Voilà. Ah, tiens, pourquoi tu l'as pas? Moi, je Je ne sais l'avais pas. tout à Oui, l'heure. ben moi aussi, d'habitude je l'ai. Peut-être Oui, si, que. il Ah y a voilà. l'IntelliSense. Voilà. Voilà, ici, Il voilà. connaît pas config. Il est L'IntelliSense. peut-être pas encore si puissant que ça, l'IntelliSense. Si, Ben, je c'est me le demande, même. mon avis, enfin non, c'est pas le même que celui de Visual Studio, mais je me demande si le fait d'enregistrer aussi avec Skype ne perturbe pas le réseau et qu'il y a peut-être beaucoup de téléchargements à devoir effectuer ici. Je ne sais pas. Si je refais le point. C'est Donc voilà. impressionnant. Moi, je suis impressionné. Donc je dis, n'hésitez pas, même si vous êtes tout seul, moi ça m'arrive régulièrement, je crée un projet dans VSTS et je mets cet âge de compilation et ça m'arrive très régulièrement, même que je suis tout seul, à me rendre compte que ah bah oui tiens j'ai fait une modif là-bas mais j'avais oublié qu'il y avait un petit projet sur le côté qui est impacté et du coup il me le dit. Et je suis bien content qu'il me le dise avant que je C'est retrouve parce que trop tu moi. sais pas ranger tes affaires, c'est pour ça. Ah, on ne t'entend plus Richard? Richard? On n'est plus là. Voilà, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à dire en plus Richard, peut-être au niveau des actualités? Oui, il y a juste deux petits trucs. Je te donne la parole rapidement, parce que là, on est très très long aujourd'hui. Rapidement. Oui, Il- oui. Et vite, l'écran suivant. Hop. Voilà, donc juste pour annoncer qu'il y a un concours que vient de lancer Microsoft au niveau mondial, qui s'appelle Dream Build and Play. Donc c'est un concours pour créer des applications de jeux qui commence donc l'enregistrement a commencé le 27 juin jusqu'au 2 août pour l'enregistrement et vous allez jusqu'à la fin de l'année pour soumettre vos jeux et il y aura des juges qui vont se réunir pendant le premier trimestre de l'année 2018 et il y a des lots de 100 000 euros, 100 000 dollars pardon, à gagner. Donc, alors il y a plusieurs thèmes. Bien sûr, il y a la VR, il y a sur l'application WP, etc. Donc, un petit jeu, c'est si vous voulez développer, si vous avez une idée de jeu, bah, autant le faire dans le cadre de ce concours. Enfin, il faut déjà avoir des jeux de qualité monstrueuse. Oui, oui. C'est uniquement sur Xbox ou bien ça peut être aussi sur PC, Non, etc. Xbox c'est un domaine. Ah oui, c'est ça, ok. Il y a, Ça peut être sur PC, quoi. Ou sur ça peut téléphone. être sur PC, sur téléphone, ça peut être n'importe où. Ouais. Oh, c'est cool.
Et puis ensuite, l'autre annonce, date de ce matin, je crois. Il y a le UWP Community Toolkit qui passe en version 1.5, donc qui continue à évoluer. Donc avec des nouveaux contrôles, comme par exemple le Orbit View, donc qui permet d'avoir un menu radial, on va dire, enfin avec des éléments qui apparaissent sous forme de cercle. Tu l'as testé là? Non, je l'ai testé. Alors en fait, je pense, enfin c'est bien foutu. D'abord, il y a la 1.5.1 qui est sorti là avant-hier là. Mais l'Orbit View là, c'est assez sympathique, mais il est encore un peu statique là pour l'instant. Tu sais, ça va te donner une vue pouf. D'accord. Mais après, tu as des events derrière les trucs. Je sais pas, j'ai été surpris de voir ça d'ailleurs. Mais bon. Moi, j'étais surpris de voir qu'il y avait le menu. Il n'existait pas déjà le menu? Quoi le menu? Les premières nouveautés, entre guillemets, c'est menu. Menu, oui. Je pensais qu'il y était. Le menu. Parce que, oui, c'est vrai que dans les applications WP, en général, non, tu vas pouvoir recréer des applications en Visual Basic 6. Tout simplement. Non, il y est pas, mais il est, voilà, alors c'est difficile de voir un menu quand tu fais des applications type store, hein, je te parle d'application parce qu'on n'avait plus l'habitude de ça. Ouais. Le menu pour moi, c'est has-been quoi. Ça dépend peut-être des applications, hein. C'est des applications métiers plus techniques. Ouais, voilà, quand tu as des besoins et c'est un vrai menu, il est génial, il va bien, il est super sympa. Non, j'étais surpris de ce menu-là. Bah oui, c'est ça, moi aussi. Il est bien foutu. Il est vraiment bien foutu. Il est vraiment la gueule de menu. Mais par contre, j'ai pas vu le ruban. Le ribbon? Ouais. Il n'y a pas de ribbon. C'est ça qui m'étonne. Ils remettent un menu, mais ils n'ont pas créé le ruban. Mais c'est plus complexe à faire. Hein. Mais on peut le faire si on a envie de le faire, bien sûr. Ouais. Et tu sais que je sais pas si vous êtes retourné sur on a parlé de XAML standard, pas la dernière fois, mais la fois d'avant. J'y suis retourné là avant-hier là, pour voir un petit peu où ça en était. Bon, ça n'a pas tellement, en gros, ça n'a pas bougé, quoi. Mais j'ai été regardé dans les suggestions, et dans les suggestions, il y en a un qui a quand même osé dire je voudrais un ribbon dans le XAML standard. Pour l'instant, c'est toujours pas approuvé. Il y a peut-être d'autres choses avant à faire. Oui, voilà. Oui. En standard, oui. Passer du bouton au ruban, il y a une marge. Hein. Ouais. Enfin, ça fait plaisir que le WP il sort, quoi. Oui, il continue malgré que ça c'est clair. Le grand chef. Voilà. Donc, c'est bizarre que tu dis là 1.5.1 parce que pour l'instant au niveau des tags ils en sont toujours à la 1.5.0. 1.5. qui est sorti quand hier, et la 1.5.1 qui était sortie 2 jours avant. Donc ça doit être une petite correctif qui devait planter quelque part ou je sais pas quoi. D'accord. Bon, c'est pas grave. Donc ça continue. Donc voilà, je voulais le signer. Allez, voilà. Bon. Parfait. Super. On était court sur le coup là. Ouais, c'est très court. Ouais. Non, mais intéressant, je pense. Donc, c'est bien. Non, j'ai une formule que, moi perso, je trouve pas mal. Je sais pas si les auditeurs sont du même avis, donc n'hésitez pas. Envoyez-nous des petits messages, c'est toujours sympa et ça permet en tout cas de savoir si cette formule de sujet par personne, au lieu d'avoir un gros sujet commun. Enfin non, on continuera toujours à inviter des gens évidemment et à parler de sujets plus importants peut-être en 1 heure, 1h15, mais ici, des petits sujets comme ça, enfin petits, des sujets divers, ça peut peut-être être intéressant aussi. En tout cas, moi, ça m'a intéressé certainement aujourd'hui, en général, comme chaque fois, c'est bien. Mais voilà, je sais pas s'il y avait d'autres remarques pour chacun. Ouais, peut-être. Ah, pardon, j'en ai une aussi. Vas-y. Non, moi j'ai un petit meet-up qui va avoir lieu au mois de septembre sur l'île sur la techno.net, donc au développement. Donc, dès qu'on a plus d'infos, n'hésitez pas. Ça s'appellera Pour être honnête. Pour être O-H-A-U-T comme O de France avec un S et net.net. Voilà. Ça c'est sympa. Effectivement. Moi ça m'arrange parce que c'est pas loin de chez moi aussi, donc et c'est des technos évidemment qui m'arrangent toujours aussi. Et ça c'est bien. Ce sera Aura Technologie. Ouais. Sans nickel. Et pour toi, Richard, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire bonnes vacances.
Ah, voilà, c'est bien. Bonnes vacances à toi aussi. Oui. Tu pars quelque part? Je sais pas encore. Il habite en vacances. Oui, dans une région de villégiature. C'est ça. Ça, c'est évidemment, oui. On est toujours en vacances, garde. Heureusement qu'on a la vidéo, hein. On te voit tout bronzé là maintenant. Ah, oui. Par rapport à nous, l'orage est passé à propos. Hein, le store qui est derrière, c'est parce qu'il y a trop de soleil. Voilà, c'est ça. Évidemment. Ouais. Ok, eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, messieurs. On se retrouve, je sais pas si ça sera dans un mois, mais à mon avis un petit peu plus, parce qu'avec les congés, ça va être compliqué de planifier un prochain enregistrement dans les 3-4 semaines. Mais donc, comme il y a souvent des saisons, ben, on va à peu près clôturer la saison ici sur la saison 2016-2017. Et on entamera d'ici quelques semaines maintenant, donc fin août, début septembre, une nouvelle saison, toujours aussi intéressante, avec toujours autant de nouveautés et de développement. Donc merci bien, et à bientôt en tout cas. Salut. Salut. Ciao. Ciao.